Merci, bienvenue. Nous sommes sur Equinox Télévision, le Zénith, l'édition de ce mercredi. C'est Branle à l'instant, avec toute l'équipe de production et l'équipe qui m'accompagne sur ce plateau, l'ensemble des panélistes au grand complet. On va d'abord avoir une pensée particulière en direction de ceux qui sont dans le système de l'appareil du football camerounais. En attendant la grande réunion qui est annoncée le 8 juin prochain à Zurich, en Suisse, qui devrait donc regrouper tous les protestataires, quelques-uns qui ont été convoqués par les gens de la FIFA, eh bien, la FECAFOOT continue de s'illustrer par des actes qui sont quand même d'une nature quelque peu amusante. Aujourd'hui, hier, on a limogé l'ancien directeur des équipes nationales. Pour lui succéder, on est allé choisir, pas très loin, sauf que ça pose problème, un honorable député. Par ailleurs, déjà même membre du comité exécutif. Donc le cumul des fonctions et même au niveau des profils qui sont choisis, c'est bien ça la république du football, la république du sport camerounais, où l'on fait tout et n'importe quoi. Une république dans une république. C'est très bien, Charles-Amène Bachou. Merci d'être là encore ce matin. Bonjour. Bonjour, Sam Severango. Et bonjour à Sa Majesté Gustave Ebanda. Bonjour, monsieur le maire. On ne vous voit jamais, malheureusement, pour porter des doléances. Oui, ça ne va pas à Douala 5e. Insécurité, abandon et incivisme des populations. Monsieur Gustave Ebanda, réagissons, on veut vous voir sur le terrain. Bonjour. Alors, je dois vous confirmer, dans son cabinet, il y a bel et bien quelqu'un qui est spécifiquement chargé du désordre urbain. Il est bel et bien assis dans un bureau là-bas et chargé de ces questions-là. Malheureusement, il ne fait pas grand-chose. Kate Diarra, merci, bonjour. Bonjour Sam Séverin Angor, merci de m'accueillir et bonjour particulier ce matin à toutes ces familles dans lesquelles on est prêt à se sauter dessus, à se crier dessus pour le moindre sujet. J'espère que le cas Kumba, hier, vous a parlé. Sentez-vous saluer. Voilà. Le Mbombok, vous avez une pensée spéciale aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Précisément, où va le monde? C'est cette interrogation à laquelle mon parrain Mbombok Tangandjok, qui est de l'Indoï, m'a demandé toujours de me référer pour orienter la jeune aujourd'hui, surtout parce que la société va sens dessous. Une société quelque peu déréglée, c'est le sens même que nous voulons donner à ce programme qui est une émission d'éveil des consciences. Le Zénith sur Equinox commence donc pour l'édition de ce jour à présent avec l'histoire de tendance qui revient quand même aujourd'hui sur un sujet assez spécial dans la plupart des couples aujourd'hui en rapport avec la fréquence des relations sexuelles dans le couple. C'est chacun qui a sa petite opinion là-dessus. Bienvenue, bonjour Tendance. Le jour n'est pas bon, Sam Séverin Angor, sauf que j'ai une voisine qui se plaint. Elle est venue me voir en catastrophe. Donc les téléspectateurs, tendez bien vos tympans parce qu'elle a besoin d'aide. Aidez cette femme parce que si vous ne l'aidez pas, elle risque de une crise cardiaque. Hier, elle voulait me voir, je n'étais pas disponible. Le matin à 6 h, elle est venue me voir, elle me dit, maman, je suis dépassée. J'ai dit, quoi encore? Elle dit, toi-même, dis-moi, une femme mariée ou encore célibataire doit faire l'amour avec son mari combien de fois par semaine? J'ai dit, mais quelle question encore? Elle me dit, je suis en danger. Le danger encore fait quoi? Ton mari a dit que c'est fini? Non. Pas encore. Elle me dit, maman, mon mari me fait l'amour 6 jours sur 7. Et quand je veux parler, il me dit, bébé, quand j'ai faim, je dois manger. Donc elle est fatiguée. Elle dit qu'elle s'occupe des enfants. Elle travaille en même temps. Quand elle le soir, elle ne peut pas se reposer. Monsieur est en train de dire que ouais, je vais faire l'amour, je vais faire l'amour. Et son mari s'occupe d'elle jusqu'à... Elle est vraiment amoureuse de son mari. Mais sauf que son mari a un défaut qui l'arrange. Donc le défaut de son mari, c'est qu'il aime trop faire l'amour. Par semaine, il veut... Donc, si ça dépendait de lui, il faisait même 7 sur 7. Et elle est dépassée. Elle veut savoir si son mari allait quelque part. On a dit qu'ils vont dormir. Il va dormir avec sa femme 7 sur 7 euros. Elle-même, ne sait pas. Alors, on a vite compris tendance. C'est bien de prendre d'abord l'avis de Charles Amel sur le sujet. Vraiment. Donc maintenant, c'est moi le premier qui te parle. Comment? Est-ce que c'est un crime, si on peut le dire? Non, c'est vrai que c'est une façon de blaguer. Mais il faut dire, Sam Séverin, que l'une des premières règles du mariage, c'est cela, jouir de son épouse, jouir totalement, n'est-ce pas, de la vie, jouir des câlins, le sexe. Parce qu'on dit, tout commence par le sexe et tout finit par le sexe. Ça veut dire que
quels que soient les problèmes qu'on rencontre, même dans le ménage, parfois passer une nuit peut-être à pratiquer, on va dire, cet art, visiter le 7e ciel, comme on dit généralement, on finit par résoudre les problèmes. Et la majeure partie des problèmes qu'on voit généralement dans les foyers ne tournent que tout autour de l'affaire de sexe. Quand c'est une femme qui est véritablement gourmande de sexe, on dit non, c'est pas normal. Mais quand c'est un homme, on dit ah, ça devient problématique. Raison pour laquelle je vais dire que dire aujourd'hui qu'une femme, Sam Sévérin, se plaigne d'avoir un mari qui demande beaucoup, c'est dire quand même qu'elle souhaiterait que son mari aille voir ailleurs. Parce qu'une femme est censée être là pour son mari, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment. Mais il peut arriver que ça ne va pas, mais c'est dans une discussion qu'elle fait comprendre. Je ne m'oppose pas à ce qu'on ait des rapports sexuels, mais essayons de voir, essayons d'équilibrer pour permettre. Est-ce qu'on cherche un enfant? Oui, si on cherche un enfant, on recommande de faire 3 fois par jour quand on cherche un enfant. Mais ce n'est pas un enfant qu'on est en train de chercher, c'est juste pour le plaisir. On recommande de faire quoi? Alors, c'est vrai que dans les stratégies de résolution de conflits en couple, il est même souvent recommandé à la femme de ne point quitter le lit conjugal, quelle que soit la nature du conflit. Il ne faut pas dire qu'on va dormir au salon ou bien dans la chambre des amis. C'est une prescription et tout à l'heure, le Mbongbong nous dira si ce que je dis est bel et bien confirmé. Qu'est-ce que dira? Oui, Sam Sévérin. Voilà, votre opinion sur ce sujet. Alors, tout de même, on ne va pas épuiser nos femmes aussi. Hein, et c'est justement Sam Sévérin. J'ai l'impression, vous et moi, nous sommes tellement sur la même longueur quand on parle de ces sujets-là. J'ai été très attentive pendant que Charles Hamel était en train de préciser que non, mais voilà, c'est le devoir matrimonial. Il faut se rassurer qu'on fasse plaisir à son homme. Ça ne se discute pas. On est d'accord. Mais est-ce que l'homme s'est posé la question de savoir pourquoi sa femme, elle, refuse quelquefois? C'est elle qui va amener les enfants à l'école. C'est elle qui va les apprêter avant d'aller à l'école. Elle va les amener à l'école. Elle va aller au marché, venir préparer. Entre-temps, vous êtes au travail. On attend que vous êtes en train de travailler. Elle va préparer à manger, se rassurer que les enfants aillent bien, faire le ménage dans la maison, faire votre lessive à vous, vous servir à manger, trouver encore du temps pour vous câliner et le soir, quand la pauvre est épuisée. Non, tu es au travail et dehors. Au travail et dehors, il se repose, il ne fait rien. Laissez-moi citer Charles Hamel. Et là, j'ai bien voulu prendre le cas de la femme qui n'est pas au travail comme tendance, c'est moi. Parce que pour nous autres, c'est pire. Vous faites tout ça le matin avant de quitter, vous arrivez, vous bossez exactement à la fréquence que monsieur utilise pour bosser de son côté à son lieu de service. Vous rentrez, vous faites à manger, vous vous occupez des enfants et monsieur a encore quand même assez d'énergie pour vous dire, ma chérie, non mais ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, Sam Sévérin, c'est que si votre femme commence à se plaindre qu'elle est fatiguée, arrêtez de faire une fixation sur le sexe. Si vous êtes trop sexe, ben, il faudrait que vous lui donniez une femme de ménage. Il faudrait que vous lui donniez une babysitter qui va permettre un tout petit peu de réduire les charges pour que madame soit complètement à vous. C'est vrai que Tendance ne nous a pas dit si la femme en question a une activité qui lui prend beaucoup de temps. Mais là, je crois que c'est un vrai débat parce que c'est ce qui laisse souvent penser que ces femmes qui sont émancipées, qui ont des activités professionnelles harassantes, ont de la peine très souvent à trouver des maris, hein, parce qu'il faut le dire, il faut faire un choix de toutes les façons. Je crois qu'à la base, Mbongbong, il y a l'obligation, les obligations nées au mariage qui doivent être remplies et faire la part des choses aussi entre le travail. Voilà. Pour qu'on se comprenne bien, je vais me référer au professeur Obama. Il a été à Yaoundé, au Monument de la Liberté. C'est-à-dire pour qu'on se comprenne. Il avait dit, et ça, c'est ça la tradition africaine, la femme a sa place à la cuisine et au lit. Voilà. C'est-à-dire que vous venez chez moi, Sam Sévérin, vous me dites, oh, bon, il y a quelque chose, je vais me tourner, je vais dire, mais à qui bon, mon ami est arrivé. Donc, je n'ai pas envie de savoir si elle travaille, elle est directrice générale, même si elle a un majordome, c'est elle, quand elle rentre, elle doit d'abord se diriger dans sa cuisine. C'est sa cuisine. Même moi, si j'arrive tôt, je me dis, bon, madame, j'étais passé là, bon, je ne savais pas à quelle heure vous allez arriver. C'est la même chose qui se passe au lit. Au lit. J'aimerais bien que les femmes émancipées, ça avait commencé en 68, hein, quand elles commençaient à dire, à te faire même un calendrier. Et tu dis, mais attendez, c'est pas sérieux. Donc en fait, l'homme doit remplir son devoir conjugal tous les jours, matin, midi et soir, s'il est là. Maintenant, il doit également veiller, comme disait Kate, si madame ne doit pas être fatiguée. Bon, il peut attendre. Mais de manière, je dirais, normale. Puisque donc, le corps de la femme appartient à l'homme. C'est biblique. Donc la femme a vraiment
cette obligation-là de répondre en toute heure et en toutes circonstances. C'est ce qui est prescrit. Maintenant, quand vous prenez le cas des femmes émancipées, prenons un exemple comme Ségolène Royal, qui à un moment donné a quand même pu faire des enfants jusqu'à 3 ou 4 avec M. Hollande. Mais plus tard, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du fait de Hollande, pas du fait de Ségolène. Est-ce qu'elle était prête à devenir une bonne épouse? Absolument. Avec son ambition? Absolument. Et Hollande a donné d'ailleurs une interview dessus. Elle a dit « Je ne suis pas prêt à me marier ». Je ne suis. Et effectivement, comme maintenant il a cette lien d'amitié avec Valérie, c'est lui qui a dit lui-même. Et ça a énervé Ségolène, l'a mis dehors. Ça s'est passé à Mondovision. Jusqu'en fait, Ségolène voulait qu'il se marie. Hollande dit « Je ne suis pas prêt ». Bon, aujourd'hui, on a vu qu'il n'était pas prêt. Moi, je pense, Sam Sévérin, que c'est dans les foyers où il y a crise d'amour à un moment donné. C'est-à-dire qu'une femme, l'homme, lorsqu'il est au travail, vous voyez des hommes, il est au travail le matin à midi, entre 7h et midi, il n'y a pas un seul coup de fil de son épouse qui cherche à savoir est-ce que tu es bien arrivé au travail, est-ce que tu travailles bien, ça se passe bien. Pourquoi vous allez voir. Pas elle? Voilà, maintenant ça va devenir. Mais pourquoi il n'appelle pas? Qui c'est qui va son épouse? Non, je t'ai préparé ton mets préféré, tu vas rentrer à quelle heure, je souhaiterais te faire les frites. Non, je réponds à Kate. Je réponds à Kate en disant, même si vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rencontrez votre mari au bord de la route? C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un, lorsqu'on vous fait le transfert, c'est à peine même si vous appelez le monsieur qui vous a fait le transfert. Lorsqu'il rentre le soir, c'est à peine si vous vous intéressez à sa journée. Il y a des couples ici où tout est lié, tout tourne autour du sexe, parce qu'ils ne causent pas. L'homme rentre à la maison, il rentre à la maison, la femme envoie les enfants servir. Il finit de manger, lorsqu'il arrive, le plaisir du ventre entraîne celui du bas-ventre. Et c'est la faute à la femme en ce moment. C'est la faute à la femme. Qui est ministre de l'Intérieur? C'est la femme. On va sortir avant le message sur la fréquence, que chacun dise, parce que les médecins même recommandent en moyenne 3 rapports sexuels par semaine, monsieur Mbachou. Vous n'allez pas épuiser votre femme non plus. 3 fois par jour, ça enchaîne l'enfant. Dans la semaine. Non, Sam, je commence en 2 secondes. Effectivement, c'est l'Africain, c'est parce que l'Africain dorlote sa femme qu'il a envisagé la formule de la polygamie. C'est précisément parce qu'il ne veut pas épuiser la femme. Il te dit, excuse-moi, 2. Voilà ce qui s'est arrivé. Maintenant, parce qu'on dorlote la femme. La belle excuse. Je t'aurais salué, maman. Qu'est-ce qu'on peut dire à ton ami finalement? Non, les téléspectateurs vont envoyer les messages. Combien de fois par jour, Tendance? Ma chérie, pour moi, par semaine, c'est une fois le week-end. Non, tous les jours. C'est le point de vue de Tendance. C'est mon point de vue. Maintenant, ça dépend. Ça dépend de mes humeurs. De l'harmonie. Non, la femme n'a pas d'humeur à avoir. On dit en toutes circonstances, même lorsqu'il y a conflit, sur ce coup-là, il faut libérer. D'abord, si tu et moi on a des problèmes, tu n'auras rien. Mais attends, c'est clair. C'est parce que... Chez moi, c'est 2 fois. 2 fois le matin avant de sortir le soir. C'est bon. C'est bon. Pour un couple ne l'est pas. 2 fois. Moi, j'ai continué de dire, et je suis quand même assez surpris parce que Charles Hamel a dit il faudrait que la femme appelle son époux pour savoir s'il est bien arrivé. Elle doit le chouchouter. Mais qui c'est qui la chouchoute, la femme? Parce que quand on écoute Charles Hamel tout le temps, on a l'impression que toutes les charges sont pour la femme et les plaisirs de la jouissance sont pour l'homme. Je continue en disant que si vous voulez que votre épouse, votre petite amie ou votre compagne soit entièrement à votre disposition, mais aidez-la. Aidez-la, Sam Sévérin. On est d'accord. Arrivez, vous trouvez qu'elle est en train de faire je vais pas terminer, s'il vous plaît. Si vous trouvez qu'elle est en train de faire à manger un peu tard, vers 16-17 heures, lavez les enfants. Vous n'allez pas croiser les pieds. Vous n'allez pas rester devant le match de foot et puis vous attendez qu'elle termine à 23 heures. La pauvre, elle va se laver et c'est là où vous lui dites il faut quand même se dire aussi que c'est une femme qui a de la chance parce que vous avez un monsieur qui est tout le temps en train de rôder autour de vous parce qu'il ne peut pas aller ailleurs non plus. Non, il part ailleurs. Il part ailleurs. Il part. C'est un bon. Alors tu peux le poser sur lui, il te dit réagis ou tu ne réagis pas. Je vais aller dehors ou je fais comment? Va dehors, c'est que tu voulais aller dehors. Voilà un qui ne veut pas aller dehors. Le message. Il va quand même dehors. Alors on a ce message qui arrive bien évidemment au numéro de téléphone affiché au bas de votre petit écran. C'est Florence Feuillant qui nous dit « La femme doit satisfaire son mari, mais quand il exagère, ce n'est plus bien. L'amour se fait avec l'âme, dont son mari sûrement, son mari doit lui faire l'amour comme ça parce que
parce qu'il ne résiste pas à sa femme. Et puis elle continue en disant, Charles Hamel, la femme n'est pas un objet sexuel. J'espère que le message est bel et bien passé pour Charles Hamel. Charles Hamel ne l'a jamais dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Aux téléspectateurs. Et cet autre message qui dit cette histoire, concernant cette histoire, toute femme doit accomplir son devoir conjugal, mais cet homme ne doit pas exagérer, sa femme n'est pas une machine. À la longue, ils devront penser à établir un planning pour que tout se fasse de façon plus équilibrée. On aurait bien aimé qui a fait le message, une femme ou un homme. C'est pas un plus comme programme. Et ce message, à la suite, c'est quelqu'un qui dit le sexe entre couples se négocie. Quand c'est l'homme qui demande, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est la femme, ça devient bizarre. Moi, mon mari peut me faire l'amour tous les jours, mais quand c'est moi qui demande, il dit que je suis obsédée. Tout compte fait, comme l'a dit Charles Hamel, tout commence et se termine par le sexe dans un couple. Et c'est Mira qui nous a fait ce message. Voilà, j'ai une femme qui le dit. Pourquoi vous commentez sur le message? Laissez-moi terminer. Oui, un dernier. Et ce message, justement, qui lui n'était pas très très poli, donc on va prendre autre chose. Ce message qui vient à la suite, c'est quelqu'un qui dit, c'est Franck qui nous écrit, Dédé, et qui dit, pour moi c'est normal, si c'était le contraire, elle allait toujours se plaindre. Donc c'est une preuve d'amour que ce monsieur a pour sa femme. Très bien, on passe immédiatement à la colère de Charles Hamel Mathieu. Ce matin, il évoque la problématique des jeux de hasard. Je m'interroge ce jour sur la question des jeux de hasard dans ce pays. Je me demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Camerounais, jeunes comme vieux, à tant de passion pour les jeux de hasard? La fortune aux souscripteurs. Combien d'autres les tolèrent en toute opacité? Combien de ministres, de préfets, de commissaires et d'agents tapis dans l'ombre signent un bout de papier contre un généreux bakchiche? Comment comprendre qu'au Cameroun, les autorisations sont délivrées n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui, du fait d'une filiation présidentielle, au gré de la vue d'une valise pleine ou la promesse de retombées immédiates? Depuis pratiquement 20 ans, le phénomène de jeu de hasard s'est répandu dans nos grandes villes comme une traînée de poudre au bonheur des opérateurs qui se multiplient. Eh oui, phénomène qui a commencé avec les adultes pour finir à ce jour auprès de la jeunesse camerounaise qui ne jure que par son nom. On compte sur le continent et au Cameroun en particulier 170 casinos. Oui, en Afrique, 1800 tables de jeu. 30 000 machines à sous au Cameroun. Ah, c'est bien. Nous comptons plus les hippodromes. Et presque autant de loteries que d'États. Oui, c'est là, c'est plein chez nous. Mais ces données ne prennent pas en compte les milliers de machines à sous installées clandestinement dans les bars, y compris dans les villes les plus reculées. Des machines vendues comme des kalachnikovs en provenance d'Europe de l'Est et sous le manteau, gérées par de drôles de personnages, oui, coulent désormais dans nos cités. Aujourd'hui, on peut compter sur la Chine, qui, grâce à la convention chinoise, elle aussi est venue avec sa qualité de jeu. Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est jeu, qu'est-ce qui n'est pas jeu, qui est autorisé à jouer et qui n'est pas autorisé à jouer. Tout le monde se retrouve à jouer. Et même l'État se perd à l'intérieur, puisqu'ils ont décidé de lancer une vaste campagne pour dire non au jeu de hasard. Qu'est-ce que c'est bien? Difficile de faire le tour de nos grandes agglomérations sans observer des jeunes qui écument les lieux où se pratiquent les jeux de hasard, où ils amoncellent devant les kiosques. À cause du chômage endémique et de l'oisiveté, le nombre de jeunes qui pratiquent ces jeux va crescendo. De Rumangui en passant par Nubel et Ligdouin et Mbala 2, le constat est identique. Silence, on joue. Jadis réservé à la gente masculine, le créneau des jeux de hasard est aujourd'hui massivement investi par les femmes. Elles sont nombreuses, celles qui au détour du marché font un tour par les kiosques pour s'offrir un ticket à gratter ou une combinaison. Aujourd'hui au Cameroun, les jeunes sont plus que jamais unis autour des kiosques qu'ils considèrent comme étant des kiosques à bonheur. Atlético Mandem, c'est City qui m'amouffe sur son ticket d'hier. Saint-Etienne a fait fort. Gaz, j'ai lost 95 sur 85 000 à cause de United. Gars, les trois côtes de 4 là sont Djoum.
Voilà le genre de langage et de discours que vous entendez lorsque vous vous baladez tout au long de la rue. Mon Dieu, quelle image! Quelle image! Mbombok, essayez de nous aider à comprendre en cette matière la législation qui s'applique, qu'est-ce qu'elle prévoit? Parce que je me rappelle qu'il y a même un conseil des ministres, conseil de cabinet plutôt tenu à l'immeuble Étoile qui avait eu un mois comme cela à l'ordre du jour la problématique des jeux de hasard. Effectivement, il y a une législation qui réglemente ce secteur-là, notamment il y a des jeux du hasard qui sont, comment on peut dire ça, les loteries, les lotos et tout, qui entrent dans un chapitre qui est encadré d'ailleurs. Il y a l'autre jeu qui, bon, qu'on peut parler de, comme le PME, c'est-à-dire qui participe, disons, comme disent les gouvernements, dans l'émancipation, au même titre que le football, parce que ça développe des activités connexes qui entrent dans l'épanouissement de sport, notamment des chevaux par-ci et des parieurs là, et ceux qui, en définitive, comment je vais dire, participent dans le budget de l'État. Maintenant, il y a les autres jeux qu'on peut appeler les déviances. Les jeux de déviance, c'est ce qui était observé sur les jeux de cartes qu'on fait partout là et tout, et qui était réservé aux délinquants mineurs. Mais dans l'ensemble, même aux États-Unis, en France et au Cameroun, les jeux de hasard sont, je dirais, une excroissance de ce qu'on peut appeler le banditisme. C'est une sorte de banditisme, de criminalité. C'est là où on les trouve véritablement. Les réseaux de blanchiment d'argent, c'est comme la prostitution et autres. Donc en fait, il y a une catégorie de jeux qu'on a voulu, bon, disons, on veut légitimer, mais on ne parviendra pas. Et ça finit par installer les pays qui ne se contrôlent pas, comme le Cameroun, en République du Djambo, pratiquement. Très bien. Alors, Tendance, tu connais bien ces pratiques-là aujourd'hui qui sont répandues, et même aux abords de nos établissements scolaires aujourd'hui, on a plein d'enfants, de jeunes apprenants, que ce soit dans le secondaire ou bien dans les universités, qui s'y adonnent avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, les enfants jouent, les parents jouent, les grands-mères jouent, même les arrière-grands-pères jouent. On dit que ça fait gagner les milliards. Devant les établissements scolaires, ça a le Terminator. Les enfants jouent, le soir, ils n'ont même pas le temps d'apprendre parce qu'ils vont aller voir le match pour voir celui qui va gagner. On les appelle les parieurs, tous les gens qui passent le temps à parier. Que gars, si c'est le numéro 8 passe, c'est que je vais gagner 50 000 francs. Si le numéro 9 passe, je vais gagner 100 000 francs. Et il y en a même qui partent même voir les fous, pour que les fous viennent jouer pour eux. Parce qu'on dit que les fous viennent apporter la chance. Au marché, même si on va donner l'argent à une femme d'aller faire le marché, elle parvient à faire son marché parce que arriver, elle va jouer le ça paie, ça gagne. Qui a suivi le jeu? Ça paie, ça gagne. Qui a suivi le jeu? On met les boîtes d'allumettes, on met l'argent dedans. L'autre, on ne met pas l'argent, même les couleurs. On dit la femme qui gagne ça, elle part avec une bouteille de gaz, soit elle part avec les bouteilles d'huile, ou encore avec les jeux d'assiette. Tout ça, c'est le banditisme, c'est le vol, et personne ne gagne. Et tu vas voir que les gens dans les marchés qui jouent le ça paie, ça gagne. Qui a suivi le jeu là? Il y a même toutes les femmes parmi. Et les femmes qui viennent gagner là, c'est tout. Elles sont complices avec tous ces gars qui font le ça paie, ça gagne. Donc, nous ne sommes plus en sécurité. On va faire comment pour vous fuir? Au quartier, nos enfants ne respirent plus. Tu donnes là de baigner à l'enfant, l'enfant garde pour aller jouer ses 300 ou encore ses FAP 100. Parce que le soir, il ne va pas prendre parce qu'il attend l'équipe qui va gagner pour aller décaisser son argent. Bête, on me suspend tous les jeux là. Heureusement qu'on n'a même pas joué. Il y a aussi les jeux où quand tu arrives là-bas, Sam, on te donne une, on ne te prend une en attendant. Même pas la bière, on te donne que le whisky. Quand on sait que tu es un bon client, ouais. On dit, gars, alors, le mégot, comme ça, c'est la cigarette. Merci, Tendance. Alors, bon, il semble bien que Tendance s'y connaît un peu. Je connais tout ça. Je ne sais pas ce qui est pour vous, mais pour ma part, vraiment, je dois le reconnaître. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne me suis jamais rapproché de ces milieux. Je ne sais pas de quoi est-ce que ça retourne, les casinos, même le PMU dont on parlait tout à l'heure, je n'ai jamais pris un coupon. Est-ce que vous y connaissez dans les casinos? Vous êtes bien chanceux, oui. Sam Sévérin, parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu votre chance. On est aujourd'hui en train de critiquer les enfants qui ont vu les parents faire. Ils sont tout petits, quand papa va justement regarder après le journal cette fameuse course et on va commencer à cocher. C'est à l'enfant qu'on va donner le ticket le lendemain matin pour aller valider le choix qui a été fait. Et un enfant pareil, quand il grandit, il va se lancer dans le même engrenage que ses parents. Je me serais attendu quand même à ce que Tendance fasse allusion à ces personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. Oui. Parce qu'on a décidé de tout parier, on était sûr de soi, on a fait un rêve dans lequel on a vu un alignement de chiffres et de victoires, on va parier et puis on
on perd tout. Et vous allez me dire qu'un enfant qui a grandi dans un contexte pareil va savoir que quand j'ai de l'argent, je dois aller l'investir. Non, c'est forcément celui-là qui va s'arrêter devant les jeux de paris d'un autre genre aujourd'hui, qui parie essentiellement sur le football. Et vous allez voir dans ce domaine-là, il n'y a pas d'âge limite. Parce que nous, on a pour habitude de mal copier ce qui vient de l'Occident. En Occident, on va dire d'accord, les gens jouent, mais il y a un âge limite. Je me rappelle en France, il y a eu encore tout un gros débat dernièrement à propos de cet âge limite sur les jeux de hasard. Mais au Cameroun, c'est tout le monde qui joue. Votre petit voisin de 12 ans, il a la possibilité de rentrer dans une salle de paris sportif et de parier et de gagner et d'avoir son argent. Bon, ils ont commencé à dire il y a la limite. Alors, pour contourner ça, on arrive, on va prendre le nom d'un tonton du quartier et sa CNI, on va parier, on va voler la photocopie de la CNI d'un grand frère ou bien de papa à la maison, on va parier. Donc, c'est pour vous dire que c'est une affaire de mentalité, c'est profondément ancré. Et quelqu'un qui va jouer au jeu, qui va faire les jeux de hasard, c'est quelqu'un qui va se retrouver en train de voler, c'est une fille qui va se retrouver dans le monde de la prostitution, parce que tous ces mondes-là ils sont voisins en fait, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Donc pour dire ce matin aux personnes qui nous regardent, que oui, vous êtes peut-être en train de faire des investissements, parce que dernièrement, les gens nous ont fait comprendre qu'on gagne énormément dans les paris de football. Vous êtes en train de faire des investissements, mais dites-vous que ça devient une drogue de laquelle vous ne pourrez pas sortir aussi facilement, du moins quand vous l'aurez décidé. Alors, quelle est la politique gouvernementale, le regard de l'État vis-à-vis de cette pratique-là, Charles? Sam Sévérin, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des lois qui sont censées encadrer les jeux de hasard. C'est même d'ailleurs proscrit. Mais comment voulez-vous comprendre, Sam Sévérin, qu'au Cameroun, à ce jour, on compte 7 millions de joueurs qui, par jour, déposent 1 milliard de francs CFA. Ça a déjà été évalué. 7 millions de joueurs sur toute l'étendue qui, chaque jour, s'arrêtent pour frapper. Chaque jour, les jeux confondus. Parce que c'est d'abord une distraction. Mais Sam Sévérin, comment parlez-vous donc? Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays où on parle de travail décent, il y a l'absence d'emploi, on se retrouve à avoir des jeux pareils? Faites le tour des quartiers. Maintenant, les gens n'ont plus besoin d'aller dans le centre-ville comme à quoi pour venir jouer. Maintenant, dans tous les quartiers, sous-quartiers, même dans les marécages, il y a des box où les gars se retrouvent à jouer désormais. Vous ne venez pas au jeu, les jeux viennent maintenant à vous. Quel que soit le lieu, ça vous retrouve maintenant. Les Chinois ont mis un ensemble d'un petit box là, je ne sais pas comment ils appellent ça, où on joue 500 francs. Allez voir comment les gens jouent. Allez voir comment les pousseurs jouent. Allez voir comment les bensikineurs jouent. Ça pose la problématique du rêve, Sam Sévérin. Au Cameroun, on rêve. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ramener les Camerounais sous terre? Les gens jouent tout, les salaires, l'argent de location, les frais de scolarité, l'argent même de maladie. Les gens jouent. L'argent même emprunté, Sam Sévérin, c'est extrêmement grave. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Si aujourd'hui on a 7 millions de joueurs, dans 10 ans, dans 5 ans, on aura combien? Je crois que c'est l'heure où on devrait s'interroger, se demander, mais mon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller? Parfois, vous marchez, même dans vos bureaux, ils viennent vous trouver. Ils viennent vous trouver dans vos bureaux, ces messieurs, en vous disant, non, vraiment, on a fait un truc, il y a le marché noir. On appelle ça le marché noir. Ils proposent. Il faut qu'on arrête. Il faut que ça s'arrête. Je crois qu'il y a des lois, mais nous avons des députés paresseux. Des députés qui ne passent le temps qu'à applaudir. Des sénateurs, moi je dirais aujourd'hui des sénateurs qui n'ont rien à faire dans cette zone parce que leur travail consiste à applaudir, valider et tout. Alors, si on fait le bilan, on arrête un peu. Le mec, faut qu'il travaille. Si on fait le bilan du rapport entre les gains amassés et les profits engrangés par tous ces promoteurs de jeux, prenons par exemple le PMU Cameroun, depuis qu'il est installé. Alors, en termes de rapport par rapport à ce que les Camerounais qui parient, ce qu'ils ont pu engranger comme profit et ce que l'entreprise elle-même amasse. Mbombo Megano, est-ce qu'il y a un gap important? Oui, absolument. Ça, c'est le jour et la nuit. L'État perd énormément, le pays perd énormément d'argent dans ces jeux. C'est ceux qui ont institué ces jeux qui gagnent, je dirais bien énormément. Je vous dirais les grands jeux qui sont aujourd'hui, PMU, Loto et autres. Quand ils définissent les rapports, il n'y a aucun Camerounais lorsqu'ils définissent. Vous savez seulement que le 12, 10, 13... C'est l'État qui perd ou c'est le Camerounais parieur qui paye? Le Camerounais, lui, il s'est désosé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que même, il ne se rend même pas compte que l'argent de la pension des enfants qu'il est en train d'engager, donc lui, il est un peu fou. Et l'État également perd. Notamment, aucun jeu. Vous avez entendu parler ici de la loterie nationale. Il s'était prévu qu'on devait investir même un certain nombre de choses ici, notamment les locaux, des terrains, un certain nombre de choses. Mais l'État a laissé faire. Et ça ne relève pas des députés, Jean Lamé, je vais terminer par là. C'est l'administration territoriale. C'est le ministère de l'administration territoriale qui doit être accompagné par la gendarmerie et la police.
notamment Interpol. Et ces jeux, comme Qui c'est qui fait pression sur le ministère? Voilà, qui fait pression? Le député fait le contrôle. C'est le parlementaire justement qui devrait le faire. Mais comme c'est vrai, imaginez-vous que le Cameroun est l'un des rares pays où on parie même sur la bière. Maintenant, aujourd'hui, on le boit. Regarde, ta bière que tu bois là, ça gagne. Ça gagne. On ne boit que parce que ça gagne. Parce qu'on fait même plus que parce que c'est pas normal. Il y a même père qui a chassé son fils de la maison à cause de ça. Le père jouait, l'enfant jouait. L'enfant a joué, gagné, il n'a pas dit au père. Quand le père a su, le père dit non. Même une bière, tu ne m'as pas donné. L'enfant dit que quand tu joues, tu n'as pas là, tu donnes à qui? Le père dit ok, comme c'est comme ça, l'argent que tu as gagné va en location. Pour moi, jusqu'où ça envoie les gens. Tout à fait. Bon, on va sortir de ce sujet pour passer à autre chose. Je rappelle qu'on va lire les nombreux messages qui nous parviennent sur cette question en deuxième partie de ce programme, puisque nous devons accueillir notre invité. Mais sortons, nous parviennent sur cette question en deuxième partie de ce programme, puisque nous devons accueillir notre invité. Mais sortons du sujet en disant simplement que l'État semble se complaire dans cette situation parce que dans chaque secteur où les Camerounais peuvent être abrutis, parce que ça peut les faire oublier les soucis de la vie, dont l'État laisse faire. Il en est des églises dites de réveil, toujours l'administration territoriale qui ne fait rien en cette matière. Il en est également du domaine de la bière, les boissons, l'industrie brassicole prospère au Cameroun. L'État laisse faire parce qu'en se disant c'est un exutoire pour les Camerounais qui n'auront plus le temps de réfléchir à tout à fait autre chose et c'est bien dommage. Voilà, on va parler d'industrie du coton, du textile, puisqu'on est dans le domaine de l'environnement, avec un invité qui est choisi fort à propos, Monsieur Pami Zaché. Bonjour. Bonjour. Oui, soulevez le micro, bonjour encore. Bonjour, Sam Séverin. Alors, vous nous avez écouté depuis le début, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes porteur d'un important projet, on va le voir tout à l'heure dans les développements, qui vise à permettre que de nombreux emplois puissent être créés auprès des jeunes dans ce secteur-là. Parlez-nous d'entrée de jeu de ce qui s'appelle artisan couturier tailleur. C'est quoi exactement? Oui, Sam Séverin. Et les artisans couturiers tailleurs sont les tailleurs Soulevez un peu plus votre micro. En quelque sorte des gens perdus pour moi en ce moment dans notre République. Et ça veut dire que dans les années 82, 83, j'ai essayé de mettre en place un centre de formation des jeunes au métier de la confection industrielle de vêtements en tout genre. Aujourd'hui, ça traîne. Ça traîne pourquoi? Parce que il y a 5 ans aujourd'hui, le ministre Moutazé, étant ministre de l'économie, avant de se transporter comme secrétaire général au Premier ministère, oui. Il a institué de créer une association qui s'appelle Icotec, Interprofession Coton Textile, où dans ce truc, dans cette association, c'était en quelque sorte la relance du secteur coton textile confection. Secteur coton textile, on va revenir le temps de bien vous relancer et de vous demander de vous libérer. Ne soyez pas crispés, c'est vrai qu'on est à la télévision, donc essayez de répondre très sereinement aux questions, Monsieur Pami. Et je m'en vais d'ailleurs pour vous mettre totalement en confiance, donner la parole à une dame sur le plateau qui tentera de vous déstresser totalement. Ouais. Oui, tendance. Oui, allô papa? Je vous écoute. Bonjour papa. Bonjour maman. Vous allez bien? Très très bien, merci. Votre veste là me plaît. Merci beaucoup. Voilà, je sais que ça plaît aussi à madame à la maison ou encore à mes soeurs qui sont à la maison. Est-ce que tu es d'abord sûr qu'il est marié? Il est marié. Papa, vous êtes marié, non? Bien sûr que oui. Voilà, un papa comme ça n'est pas marié, comment Diara? Il n'est pas prêt. Hollande. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une autre deuxième femme, papa? Parce que j'ai une copine qui veut se marier à tout prix, même si elle vient en 5e position. Pour enlever la honte sur elle. La meilleure des choses, c'est de bien choisir celle que vous avez commencé ensemble. Ah bon, donc vous n'êtes pas prêt à prendre une deuxième femme alors? À jamais. Nietzsche, tu avais dit que tu cherchais un mari, non? Il a dit qu'il n'est pas encore prêt et qu'il aime son épouse, il a commencé avec madame. Parce que où elle est là, non papa? Elle dit qu'elle veut se marier même pour enlever la honte sur elle. Elle a 36 ans. Bah, je vais continuer à te chercher le mari. Mais tu peux lui proposer Sam, hein? Sam,
Oui, oui. C'est chaud. Oui, il n'y a pas de souci. Si elle répond aux critères. Non, si quand il va me commenter, elle a l'élément de Non, attends, tu connais mes critères. Tu vas si pas un cas les potelés ou mince. Potelés, voilà. Ah bon? Elle me met les potelés, je vais arranger ça. J'ai arrangé les mariages maintenant. C'est bon. Très bien, on revient donc à l'invité, puisque peut-être pour commencer par lui demander, Charlemagne, quelles sont les meilleures Alors, habitudes. il a parlé de tailleurs en disant c'est des gens qui sont mal partis. Moi, je vais faire la différence qu'il essaie de m'expliquer. Quelle est la différence entre un tailleur et un couturier? Est-ce que les deux ne font pas la même chose, c'est-à-dire faire dans la création, s'inspirer des modèles tirés des catalogues? Non. Au fait, quand on parle de couturier, en plus, c'est que au niveau de ce partage de métiers, styliste, modéliste, créateur des modes, il n'y a plus de sections. Il y a plusieurs sections dans cette activité. Donc ça veut dire que le couturier, en quelque sorte, c'est celui qui organise dans un secteur de vêtements, c'est-à-dire la production industrielle. Il peut ne pas être tailleur, mais il peut être on les appelle les confectionnaires, c'est-à-dire entrepreneurs en confection industrielle. Ça, c'est le couturier. C'est le couturier. Mais le tailleur. Le tailleur, c'est celui qui a appris à coudre, à créer ses petits modèles à lui-même. C'est-à-dire les façonniers, en quelque sorte. Parce qu'il y a des tailleurs qui ne coupent pas sur la machine, qui coupent à la main. Voilà ce qu'on appelle les vrais tailleurs. C'est-à-dire coudre à la main. Alors, moi, j'aimerais parler de toute autre chose, tout en vous demandant de bien positionner votre micro, parce que sinon, on ne vous entend pas à la maison. Donc, j'aimerais parler de cette nouvelle génération de faiseurs dans le vêtement. Je ne sais pas comment on les appelle, vous allez nous dire. C'est cette nouvelle génération qui va à l'école pour le stylisme, pour le modélisme, et qui aujourd'hui n'a plus ses quartiers, n'a plus ses ateliers dans les quartiers, comme on les a connus, avec le tailleur qui avait la possibilité de vous faire une petite robe à 2000, un pantalon à 2500. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont payé de grosses formations, ça veut dire hyper cher, ça va chercher dans le million, et qui sont en train de coudre des vêtements très chers. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ne font pas un peu mourir les tailleurs, les couturiers qu'on a connus dans notre enfance et qui étaient vraiment des confectionneurs de proximité? Madame, écoutez très bien, c'est-à-dire, dans l'organisation de ces secteurs, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, pourquoi? Parce que même les couturiers qui ont appris de l'extérieur comme nous sont dispersés. Vous voyez, c'est dispersé. On n'a pas eu la possibilité de se réunir pour essayer de former les gens qui sont restés sur place. La mise à niveau de certains couturiers cause problème aujourd'hui, de certains tailleurs cause problème aujourd'hui. Vous savez que dans la nouvelle technologie, les machines industrielles sont aujourd'hui très demandées sur le marché de la confection ou des tailleurs. Oui. À ma connaissance, après avoir fait des investigations sur le terrain autour de notre pays, je vois que les machines qui datent de plus de 60 ans aujourd'hui restent encore sur le marché. Ce qu'on appelle piano, les pianos, les machines qu'on pédale à pied, qui n'ont pas de surpiqûres valables sur les vêtements bien cousus. Alors, oui. Alors, est-ce que véritablement, ce n'est pas une question d'accompagnement des structures étatiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, vous l'avez dit, ils sont dispersés, ils se retrouvent abandonnés parce qu'il n'y a pas un certain suivi. L'État n'accompagne pas ces différentes personnes qui veulent véritablement s'arrimer aux nouvelles technologies. Justement, aujourd'hui, c'est ce qui cause problème. On a vu une intention il y a 5 ans aujourd'hui, quand M. Moutazé a essayé de nous regrouper au sein d'une association qui est côté interprofession, côté textile, qui cause problème, qui cause énormément de problèmes. Parce que c'était départagé par collège. Il y avait plusieurs collèges, le collège des artisans dont j'ai été coordonnateur national, où au niveau du ministère, on avait donné des programmes de suivi d'enregistrement sur le territoire national d'abord, des jeunes dans ce secteur d'activité, pour essayer de les aider à entrer dans la relance de ce secteur industriel de vêtements. Alors, bon, oui. au juste,
je vois qu'il y a une fossée dès le départ. Parce qu'on a mélangé coton, textile, industrie de filature et les artisans, les stylistes, les modélistes, les créateurs qui causent le problème aujourd'hui. Parce que si on scindait au niveau des hypothèques, on scindait et donnait... Comment voilà. Parce qu'il y a une sorte d'amalgame. Il parle d'amalgame. Alors, quels sont les différents corps qui devraient être assemblés, à votre avis? Lors de l'installation à l'hôtel Sawa, M. Moutazé s'est basé justement sur les artisans qui fait une masse d'emplois important au niveau national ou à l'extérieur même. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez au niveau de la Tunisie, où j'ai déjà fait le tour, au niveau de l'île Maurice, au niveau de la Chine que j'ai fait le tour, au niveau du Japon, c'est un secteur énorme qui peut créer autant d'emplois que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous n'avez pas répondu. On dit qu'on devrait rassembler. Est-ce que en fait, celui qui fait la filature doit marcher avec le styliste? Quels sont les différents groupes? Comment est-ce qu'on devrait les composer, les groupes là, ces groupes? Les groupes devraient se scinder. C'est-à-dire ceux qui font la filature devraient être seuls dans leur activité, qui devraient savoir organiser. Ceux qui sont les stylistes, ce sont des gens qui créent des modèles et autres pour donner aux tailleurs, aux petits artisans pour transformer. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette culture de développement dans ce secteur d'activité. C'est pour cela que j'ai dit que, bon, ok, au fait, pour avoir une masse d'emplois dans ce secteur, il faut créer un centre de formation professionnelle pour former ne reste que le piqueur professionnel sur les machines à coudre industrielles. Pas théorie, c'est pratique. C'est-à-dire, ce centre que nous sommes en train de mettre sur place aujourd'hui, c'est un centre qui va former les jeunes qui n'ont même pas été formés dans la couture quelconque. Alors, à ce niveau, Bombok, est-ce que vous pensez qu'il y aura un réel engouement de ces jeunes Camerounais dont on sait qu'ils ne sont pas toujours disposés à rentrer dans les métiers, on va dire, relevant d'une activité professionnelle comme celle-là? Non, moi je pense qu'il y aura un engouement, Sam. Il y aura un engouement, mais vous savez, nous on est versés dans la friperie et autres. Ça c'est vrai, votre inquiétude, je la comprends. Mais je sais que dans la recherche de l'emploi, je pense qu'il y aura des jeunes, surtout s'il y a un cadre approprié, puisqu'il y a des femmes qui sont encore dans l'industrie d'habillement aujourd'hui et des hommes. Mais là où je vois l'inquiétude, je voudrais que notre invité nous clarifie effectivement, lui qui a fait une étude dessus. C'est que à quel niveau croyez-vous, puisque vous avez dit vous-même que l'État ne vous a pas accompagné, comment allez-vous donc mettre en place cet organisme-là, ce centre de formation? Vous vous êtes regroupé en quelques formateurs qui demandaient de l'aide aux particuliers et à l'État, ou bien dans ce qui n'a pas réussi avec M. Moutazé, vous vous êtes dit non, ça n'a pas réussi parce qu'on a mis un melting pot, maintenant on se dégage, on fait ceci. Comment vous allez vous en prendre? Oui, justement, nous sommes en train actuellement aujourd'hui de mettre sur place un syndicat professionnel, une chambre syndicale dans la profession de la couture au Cameroun. C'est avec ce syndicat que nous aurons bien la possibilité de parler et avoir la possibilité d'entrer en action directe pour nous faire connaître dans ce secteur. Comme disait Sam Séverin, vous pensez qu'il y aura des jeunes, ça peut intéresser vous qui êtes là depuis quand même les années 60. Oui, 70. justement, j'ai fait des investigations au niveau des colborseuses, au niveau des benskinners. À chaque fois, je partais vers eux pour leur dire, au fait, nous sommes en train de mettre sur place un centre de formation professionnelle pour le montage des vêtements sur machine industrielle. Est-ce que vous pouvez être intéressé? Il dit, c'est papa, nous sommes ici, il y a des diplômes parmi nous. Le diplôme que nous avons n'est pas un diplôme professionnel des motos ou des colborseuses. Nous sommes prêts à y aller. Il n'y a pas de problème. Pour nous, la formation dure 6 mois. Pour ceux qui n'ont jamais fait la couture et 3 mois pour la mise à niveau de certains tailleurs qui sont déjà installés sur place. Et ce sera au niveau du Camerounais moyen? Au niveau du Camerounais moyen. Vous savez, il n'y a pas de diplôme. Oui, mais alors que vous dites les machines que nous on connaissait à l'époque, vous dites que ce n'est plus adapté. Mais les autres machines aujourd'hui, vous n'allez pas, pas nous dire comme des médecins nous disaient, non, notre matériel coûte cher, on doit même augmenter
la consultation à 15 000. Bon, ici, vous allez donc prendre ces machines-là, nouvelles adaptées, et la formation, le coût de la formation, vous avez bien étudié? Nous avons bien étudié. Parce que nous avons essayé de contacter le ministère de la Jeunesse, le ministère de la formation professionnelle. De la formation professionnelle, qui sont prêts à nous accompagner par rapport à cette installation d'un centre de formation professionnelle. Bon, oui, peut-être Rapat tendance. Papa, oui. On dit que les tailleurs, non, oui, les couturiers volent les tissus, c'est vrai. Que quand tu donnes un habit, quand tu leur donnes ton pan de coudre, ils volent. Madame, ça dépend de la formation de base. Parce que vous-même, quand vous apportez un pantalon, vous avez peut-être une taille de 1,70 m. Ça veut dire que un pantalon un tissu de 1,20 m peut suffire pour vous pour un pantalon. Voler le tissu, ça veut trop dire. Parce que vous ne pouvez pas apporter 2 mètres de tissu pour une chemise. Le gars vole 50 centimes, c'est pourquoi faire? Pour faire chercher le mot. Non, ça... Le chercher le mot, non, papa. Excusez-moi, madame. Le chercher le mot, c'est qu'on prend beaucoup de pages. N'entrons pas pour beaucoup dans ce détail-là. C'est parce que ça fait des tailleurs sur mesure. Je ne suis pas ici pour expliquer ce problème des tailleurs sur mesure. Parce que ce sont les gens qui se sont installés individuellement. Voilà. Je parle de la masse d'emploi. C'est de ça que je parle. Parce qu'aujourd'hui, je vous garantis encore devant cette télé que du jour au lendemain, si nous avons l'accompagnement de l'État dans ce secteur d'activité, nous ferions du Cameroun une destination textile. Quel type d'accompagnement attendez-vous de l'État précisément? Que ce soit matériel ou financier, c'est ce que nous attendons. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui ces moyens. Nous n'avons pas ce moyen aujourd'hui. Nous aimerons qu'il y ait une subvention qui suit pour essayer de nous accompagner dans ces installations. Mais est-ce que ce ne sera pas une autre formation qui va servir à peu près rien aux Camerounais? Je m'explique. On est en train de parler des enfants qui vont faire des cours de IH. Les parents payent extrêmement cher pour ces cours-là, mais ne sont pas à mesure plus tard d'acheter des machines, de mettre des machines assez professionnelles à leur portée. Et là, vous nous parlez des personnes que vous allez recycler dans le monde de l'industriel, mais qui vont aller travailler pour qui en ce moment? Est-ce que vous les embauchez après? Madame, nous avons ici un résumé d'une industrie de vêtements à installer au Cameroun. Oui. À Douala particulièrement, pour avoir la possibilité de faire des interventions au niveau régional. Ça veut dire quoi? Nous commençons par Douala pour construire une usine de montage de vêtements en tout genre. C'est pas par là qu'il faut commencer, par l'usine? Vous voulez former? Non, nous commençons d'abord par le centre de formation. Ils vont faire quoi, ces gens qui seront formés? Après 6 mois, il n'y aura pas d'usine dans laquelle ils pourront travailler. Il faut encore y retourner au quartier. Justement, c'est pour ça que nous sommes en train de mettre cette usine en place. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé ici au Cameroun, au retour de l'Hexagone, où j'ai passé mon temps, où j'avais déjà installé une confection industrielle dans le 17e arrondissement rue Café à Paris, je me suis dit que, bon, au fait, les gens, il y a des propriétés de prêt-à-porter ici qui venaient se ravitailler chez moi, que je ne peux pas citer le nom ici. Je me suis dit que, bon, en rentrant au Bécaye, est-ce qu'il y a une possibilité de les ravitailler sur place? Sinon, ravitailler la sous-région de l'Afrique centrale. Ce qui n'a pas été le cas. J'arrive ici, tous ceux qui venaient acheter chez moi n'étaient plus à mesure d'acheter ce que je fabriquais sur ce plat. Pourquoi? Manque de moyens. Non, c'est pas par manque de moyens. Il y a un complexe, c'est-à-dire, moi j'installe là, ça va de bouche à oreille. Monsieur Garingo a installé au niveau de Yaoundé un atelier qui fabrique des prêt-à-porter et consorts. Nous étions obligés, madame, excusez-moi de vous le dire, de tricher même les griffes qui ne nous appartiennent pas pour faire couler le stock de nos produits sur le marché. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération. Je vais citer So Cameroun, je vais parler de Marielle Couture, je vais vous parler de Marlène Afia, je vais vous parler de toute cette génération de jeunes qui réussissent quand même à se trouver une place au soleil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur Paris ou alors de se retrouver en Italie. Ils font des vêtements made in Cameroun et ils s'en sortent très bien, ces jeunes-là. Non, pas en grande production, madame. Si aujourd'hui, on la demande aujourd'hui de faire au moins 10 costumes par jour, 10 robes par jour,
il n'est pas à mesure de la faire. C'est pour ça que ce centre de formation est important. Parce que nous avons eu la chance d'être au système américain à Goa, où aujourd'hui, on exporte les vêtements hors taxe, ce qui entre hors douane aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous donner le chiffre d'affaires d'importation depuis que nous sommes entrés dans le système à Goa? Non, je ne crois pas. Il y a des commandes qui arrivent ici. On demande, est-ce que vous pouvez faire au moins ces 10 000 blouses qui vont aux États-Unis pour les infirmiers et consorts? Personne n'a pas la capacité de le faire par manque de pick-up professionnels. C'est ça ce que je veux dire, madame. Les pick-up professionnels qui vont sortir de ce centre de formation ne manqueront jamais de travail. C'est quoi le rôle d'un pick-up? Parce que moi, je suis largué. Hein. C'est lui qui va faire... Oui, pick-up professionnel. C'est quoi son rôle? Pour pick-up professionnel, c'est-à-dire au chambre de métiers interdépartement d'État de Paris, nous avons fait une formation de montage de vêtements sur machine industrielle. Ça veut dire quoi? Il y a les raccourcis de montage de vêtements sur chaque article, que ce soit la veste, que ce soit le pantalon ou robe. Le raccourci, c'est quoi? C'est le raccourci, vous ne pouvez pas monter un pantalon tout simplement en un seul coup. Non, il y a des étapes pour monter. On vous donne 50 pantalons sur une machine, madame, sur votre machine. Avant 8 heures de travaux, vous devez terminer ces 50 pantalons. Donc, il y a les méthodes de raccourci de montage. C'est une belle opportunité d'emploi. Et quand on l'écoute, cher Lamel, j'ai bien le sentiment que ce modèle d'industrie n'existe pas vraiment encore ici chez nous. Non, non, ça n'existe véritablement pas. C'est la raison pour laquelle je m'abreuve, parce que je m'abreuve à l'écouter. Je me dis aujourd'hui... C'est pour ça qu'il faut la formation. Justement, il faut la formation. Bon, je crois, parce que tout à l'heure, qu'elle lui a posé la question de savoir, est-ce qu'il faut former d'abord en attendant mettre l'usine? Moi, je me dis que la sous-région en elle-même, la sous-région Afrique centrale a un problème. Et je crois que commencer par faire sortir des jeunes aujourd'hui, même si on sort une cuvée de 100, 200 tous les 6 mois, ça va d'abord saturer du moment qu'on monte l'usine pour pouvoir permettre de prendre les grosses commandes. Lui, il allait très loin. Il y a des structures ici sur place qui ont besoin des blouses. On a des entreprises ici qui ont besoin des blouses qui font dans le secteur industriel. On est obligé de l'aller chercher ailleurs à des coûts exorbitants. Pourtant, si on avait une structure ici, je parie que ça permettrait, ça faciliterait véritablement. Mais là, la question peut-être que je vais lui poser aujourd'hui, on va un peu laisser le secteur de piquage et tout. Est-ce que c'est tout type de textile qu'on est appelé à modifier, à utiliser? Quels sont les types de textiles? Auquel cas, quels sont les types de textiles qui sont habilités à être utilisés? Quand je parle de la confection de vêtements en tout genre, ça fait l'ingénierie des maisons. Tout ça, la bonneterie, de sous-vêtements aux femmes, de soutien-gorge et autres. Non, je parle du type de textile. Quels sont les types de textiles qui sont recommandés pour le corps humain? Quelle est la matière? Je veux savoir un peu pour l'Africain. Le coton. Nous sommes dans un pays voilà, justement parlant de ce coton-là, où vous allez le trouver sur place, tout au moins. Puisque oui, il y a un SICAM qui est installé. Je crois qu'il y a déjà trois industries de filature en concurrence, mais c'est SICAM qu'on connaît le plus. Sans parler de ceux qui font ça de façon artisanale au Nord Cameroun, il y en a beaucoup. Oui, le tissage artisanal, oui, c'est pour ça, c'est... Non, madame, on ne peut pas se raviter avec les artisans. On commence avec l'artisan pour lui permettre à lui justement de grandir. D'aller un peu. Vous êtes en train de minimiser, pour rester dans la logique, vous êtes en train de minimiser nos artisans. Non, je ne minimise pas. C'est-à-dire le problème se pose au niveau de la production en grande quantité. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je vais vous dire que quelques activités que j'ai eu à mener. En 86-87, quand on a changé les tenues de la police camerounaise en kaki, de kaki en bleu marine, bleu ciel. J'ai eu la chance d'avoir un marché pour les officiers et les gardiens de paix. De plusieurs tenues. Bon, ça vous a rapporté beaucoup de millions, apparemment. Malheureusement, je ne veux pas entrer dans le détail parce que je ne sais pas où c'est on m'appelle. Nous avons, dans un premier temps, formé les gars qui étaient déjà tailleurs sur place, la mise à niveau pour montrer comment on peut monter ces vêtements sur les machines importées que nous avons ramenées de l'Europe. Oui, ça me vous permettez un oui, il termine d'abord. Il faut chuter, oui, chuter sur l'histoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse de fabrication est plus importante pour nous. Aujourd'hui, j'ai essayé de contacter au niveau du ministère de la Défense, au niveau
de la sécurité nationale. Ce qu'ils m'ont dit qui cause problème. Nous n'avons pas la capacité de donner la rentabilité sur la livraison des commandes. C'est pour cela que je reviens encore à dire que pourquoi nous ne pouvons pas revenir sur les années 86-87 à relancer ce secteur de la confection industrielle. Nous avons moins de 5 minutes pour tirer les conclusions. Justement, c'est l'année 87-86, là il y avait les plans quinquennaux, monsieur, et je pense que vous vous rappelez de l'usine Siva qui était ici. Oui, effectivement. Vous vous êtes inspiré de pourquoi ça n'a pas marché? Comme disait la dame tout à l'heure. Donc je vais dire, production industrielle, de bonne qualité, mais l'usine a fermé quand même. Vous vous êtes inspiré de cette expérience-là? Répondez rapidement. Oui, justement, je me suis inspiré parce qu'il y a l'inondation de friperies qui sont autorisées à entrer au Cameroun, qui deviennent plus moins chères. Quand vous trouvez une chemise à 400 francs, utilisée de l'extérieur, et on les revend ici sur place. Justement, sur l'environnement de l'habillement en général, quelles sont, pour terminer peut-être, les meilleures habitudes à avoir en matière d'habillement, que ce soit en entreprise, parce que tout à l'heure Charles Ahmed vous demandait quel type de coton ou je sais pas de textile faut-il utiliser. Qu'est-ce que vous conseilleriez, parce que tout à l'heure vous avez parlé des blouses également qui sont commandées dans certaines structures. Quels sont les meilleurs types de vêtements qui sont conseillés dans les milieux professionnels? C'est le coton, hein, de toutes les façons pour moi. C'est le coton. Pour l'exportation, c'est autre chose. Mais pour l'Afrique en général, compte tenu de la température, comme monsieur avec la friture aujourd'hui, c'est bien conseillé de porter ce genre de vêtements pour essayer d'échapper à la chaleur. La friperie, qu'est-ce que vous en dites? Friperie, entre guillemets, c'est ces vêtements qui arrivent de l'Europe, déjà utilisés et qui sont abondamment consommés ici. Pour vous, ça nuit à notre environnement ou pas? Monsieur Sam, ça nuit énormément. Parce que porter des habits déjà portés par certains gens, il y a des vêtements qui sont sortis des hôpitaux, les draps d'élite déménagés dans les hôpitaux, emballés dans les balles de tissu et les soutiens, les slips, les chaussettes. On ne sait pas quelle maladie qu'on apporte dans ces ballots de tissu au Cameroun aujourd'hui. C'est pas désinfecté avant. Pardon? C'est pas désinfecté avant. Madame, désinfecté de quelle façon? Et que vous avez ça, quand vous prenez ça, vous sentez l'odeur. Il y a une odeur là, je sais pas. Justement, on a comprendre que c'est des produits, l'odeur de friperie là, justement, c'est des produits nécessaires pour désinfecter. Est-ce que c'est le problème d'odeur? Est-ce que c'est aujourd'hui, on est capable de faire fabriquer sur place des vêtements que n'importe qui peut être à la mesure, malgré le pouvoir d'achat? C'est ça qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, en fabriquant en masse, comme je vous ai dit, un tailleur mis à niveau ou un gars qu'on a formé dans la rue, sorti de notre centre de formation, s'il le plus paresseux peut nous faire 10 chemises par jour. Mais si ça coûte cher, je vous garantis qu'on va... Madame, ça ne peut pas coûter cher du moment que si vous avez une masse, vous pouvez compter sur la quantité de ce que vous vendez. Très bien. En gagnant seulement 100 francs maintenant. On a terminé. Je vais résumer parce que pour qu'on se comprenne bien, malheureusement, c'est à la fin qu'il essaie de bien développer sa pensée, monsieur Pami. Mais on a bien compris. Il fait un plaidoyer pour l'industrie de l'habillement camerounais. Il faut que les professionnels camerounais s'y engouffrent. Il faut surtout que l'État mette en place des conditions permettant à une masse de Camerounais de rentrer dans les formations qui permettraient à ce qu'on puisse s'habiller camerounais, que la friperie ne vienne pas nous envahir. Et c'est toujours du rôle de l'État. Malheureusement, l'État laisse faire. On est envahi par ces habits-là qui sont déjà portés et qui sont dangereux, si j'en crois, monsieur Pami. Donc, c'est un vaste projet de création de quelques 40 000 emplois. Si vous avez beaucoup de bonheur, si vous n'êtes pas bloqué, on vous souhaite de bien réussir là-dedans. Et à l'intention des jeunes gens du Cameroun, filles et garçons, dans l'industrie de l'habillement, c'est une excellente opportunité. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre de cet entretien. On prend une pause et puis la suite juste après la musique.
Voilà un véritable hymne à la vie. Dynastie le Tigre, c'est la chanson qui l'avait révélé, il faut le reconnaître, donc qui prône finalement, ou alors qui est contre les interruptions volontaires de grossesse, parce que on ne sait jamais l'enfant qui sera Papa Eto, l'enfant qui sera Roger Mila, Yannick Noah et tous les autres. Maintenant, est-ce que nos filles de nos jours ont la même conception finalement lorsqu'elles doivent avorter tendance? Est-ce qu'on avorte même encore? Moi, je dis que si ma fille conçoit à 15 ans, d'abord 15 ans, tu vas aller à l'école. Tu es à grande même. Non. Regarde, parce que parfois les parents ne causent pas avec les enfants. Aujourd'hui, tu vois un enfant de 15 ans qui conçoit, après se permet d'aller prendre le médicament pour mourir, parce que papa et maman, elle a peur que maman va bavarder, non? Même si ma fille conçoit à 15 ans et qu'elle est au courant, elle va qu'accoucher. Parce qu'en accouchant, même je suis de la grand-mère, ce n'est pas petit. Que les personnes vont dire, oh grand-mère, c'est comment? Ça me donne les ailes. Qui ne sait pas si l'enfant que vous avortez demain, aujourd'hui va être, vous pouvez être comme tendance que aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Est-ce que je manque ça? Pas du Pour tout. les filles qui ont passé le temps à avorter, c'est pas bien d'avorter. Donc Voilà. accoucher. Mais les grossesses précoces non plus ne sont pas à encourager, je crois. Donc il faut éviter de tomber enceinte Et puis, avant Sam, un certain âge. Et puis attirer l'attention des mamans sur un fait. Parce que tendance à parler d'un enfant de 15 ans qui va tomber enceinte. Et la maman va se dire, ah non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? J'appartiens à une congrégation religieuse. Les membres de la famille, elle va faire l'enfant avorter. Et c'est la porte ouverte sur beaucoup de choses. Parce que cette fille, 3 mois plus tard, va vous ramener une grossesse. Vous allez la ramener avorter 3 mois plus tard. Donc l'idéal, en mon sens, c'est qu'un enfant, quand il tombe enceinte, peu importe l'âge de cet enfant-là, si elle a pu tomber enceinte, c'est qu'elle peut mener cette grossesse jusqu'à terme. Elle va accoucher, elle va s'occuper de ce bébé et ça va la faire grandir. Bon, mais on a reçu un gynécologue sur ce plateau, rappelez-vous, qui nous avait quand même renseigné de ce qu'il est dangereux pour un jeune corps de porter un bébé. Un jeune corps dont le bassin n'est Mais pas Dieu encore ne dit pas formé, ses enfants, dont ça. le bassin n'est pas encore formé, la structuration de l'utérus n'est pas encore prête. Voilà, je continue juste avec ces termes. Tout à fait. En tout cas, le message, il est bien connu de Dynastie le Tigre. Merci à la réalisation. La suite à présent, ce sont les messages. Oui, ce message qui arrive, qui demande qu'est-ce qui est réglementé dans ce pays. Les jeux de hasard, c'est trop dire. Regardez un peu le cas de la cigarette. C'est grave, c'est plus que les jeux de hasard. Les jeunes fument, le pays s'y est pourri. L'État ne nous sert pas à grand-chose si ce n'est dicter sa loi. Et il dit, votre invité a raison, il est préférable de vendre 100 pièces de vêtements à 400 francs que de vendre 10 pièces à 600 francs, d'où la favorisation de la production de masse. C'est un message qui n'a malheureusement pas été signé. À la suite, celui-ci qui est signé de Rodrigue, qui nous écrit depuis qu'on s'en bat, qui dit tendance doit connaître que la femme doit satisfaire son homme chaque jour que Dieu crée. C'est ce qu'il a dit finalement. Bon, il a employé des termes pas très corrects, hein. Il a fallu changer. Et ce message également de Patrick qui nous écrit de la cité Sikh, qui dit à Kribi, un hôtel appartenant à un Italien, je passe vous donner pour vous informer de ne plus. D'accord. Je pense que il va plutôt falloir écrire à ce message pour réagir par rapport aux thèmes qui ont été abordés ici tout au long de l'émission. Une réaction du Bombok sur le tout premier message qui parle de la cigarette dans la suite des jeux de hasard. Est-ce qu'on n'est pas pris au piège de l'occidentalisation? Vous voyez que là, je vous rejoins quand même, parce que quand vous arrivez en Occident tendance, tu le sais, comme moi, on voit des jeunes filles qui fument tout le temps dans les rues, à Paris, un peu partout dans toutes les villes. Donc, et même les casinos, je crois que cette affaire a commencé là-bas chez les Blancs en réalité. Absolument. Quand on parle de la République du Diambo, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, ça s'accompagne de toutes ces dérives-là. Mais sauf que ici, ce que prévoit la législation, c'est que le paquet de cigarettes ne doit pas être à côté du jeune. C'est-à-dire que quand on les place dans les étalages, ça doit être un peu plus en haut. Mais est-ce qu'on le respecte puisqu'on vend la cigarette au bord de la rue? Et c'est même papa qui envoie l'enfant acheter la cigarette. Et également, l'OMF a insisté sur le fait qu'on doit écrire sur le paquet de cigarettes. Par exemple, la cigarette nuit dangereusement à votre santé. Et bon, malheureusement... Ils ont mis un charme dedans. Ils ont mis un charme dans la cigarette comme dans la bière. Quand quelqu'un commence à boire la bière pour laisser, ça ne va pas. Je connais quelqu'un qui fume. Chaque jour, je dis, ouais, bé, quand tu fumes comme ça va mieux à ta santé. Il dit, attends, il fume, ça ne fume plus. Quand il boit, non, une femme, quand elle boit, elle dit que ouais, c'est même quoi avec toi, avec les bières, elle dit que non, il boit seulement une, après je ne bois plus. C'est que vous avez mis dans la bière la cigarette, vous allez enlever ça. Même la cigarette, on me suspend ça. Dans ce pays. Moi, je pense que je peux rester sur le même sujet, parce qu'il a abordé une autre thématique, celle de la production locale.
Je pense que si l'État se lève un matin en décidant de réguler 15% pour les importations, c'est-à-dire friperie, 15% pour les importations pour les prêt-à-porter, pour ceux qui restent encore scotchés, n'est-ce pas, comme certains ministres, ou un ministre que je ne vais pas citer, qui ne s'habille qu'à la mode italienne, et garder les 70 autres pourcents pour la production locale. Comme on a dit, on se concentre sur les 3 principales villes. On dit, les 4 principales villes, on dit Yaoundé, Douala, Bafoussam, peut-être Bertois, pourquoi pas, Ngaoundéré, où on encourage la production locale. Vous allez vous rendre compte que si nous avons une sorte de formation des usines, les gens vont commencer à consommer. Comment on se retrouve à consommer des produits qui viennent d'Europe? C'est parce qu'en Europe, ils ont lancé le concept Buy America, Buy China. Les gens consomment les produits faits localement. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas ici chez nous? C'est justement parce que chez nous, les gens ne sont même pas solidaires. Je n'ai pas eu le sentiment en écoutant notre invité que ses pairs, P-A-I-R-S, sont avec lui dans ce combat. Parce que c'est ça le problème, s'il se constitue en bloc, il me semble que le gouvernement devait fléchir. Il y a des initiatives, il a rappelé le ministre Motazé. Bon, s'il présente le projet une seule fois et qu'il laisse tomber et qu'il n'y a pas un suivi, je crois que ça ne peut pas marcher. C'est ça la solution, effectivement. Quand les éleveurs se sont constitués, comme vous avez dit là, effectivement, on a interdit l'importation de poulets. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que dira la revue des réseaux sociaux à présent? Et ce matin, j'ai 3 informations au total pour vous. On va commencer par quelques images que j'ai pu prendre sur la page d'un internaute Facebook. C'est des images qui parlent d'elles-mêmes. Alors, la première, c'est celle qui nous décrit justement des enfants de l'école primaire ou peut-être maternelle assis à même le sol en train de recevoir des cours. Et la deuxième, cette personne qui a quand même publié cette image a fait beaucoup d'efforts pour que les deux soient juxtaposés, hein, comme on dit. D'un côté, on a des enfants qui sont assis à même le sol pour suivre des cours. Là, voilà cette image dans un environnement un tout petit peu décalé. Et là, on voit bien que c'est dans la partie anglophone du Cameroun. Et la deuxième image, justement, c'est des billes de bois en partance pour on ne sait où. Mais on comprend quand on voit des billes de bois que c'est justement pour l'exportation. Alors, la publication a été faite et moi, c'est le message qui est au-dessus de la publication qui m'a intéressé, c'est qu'il essayait de relever le paradoxe entre ça, cette image, comment comprendre qu'un pays dans lequel on est tout le temps en train d'exploiter du bois, on est en train de le retirer dans des forêts pour sortir avec, que dans ce pays-là, il y a encore ce genre d'image. Pourquoi ne pas commencer par produire d'abord des tables bancs pour ces enfants? Pourquoi ne pas produire justement des portes faites de bois? Pourquoi ne même pas penser, a-t-il dit dans sa publication, à faciliter le Made in Cameroun justement sur la production de bois? Donc ça, c'était la publication qu'il a balancée sur sa page, sur son mur Facebook, et les réactions ont été bien corsées. Des gens qui parlent de manipulation, d'autres qui parlent de complicité, et on comprend bien qu'à cette allure-là, eh ben, le Cameroun ne sortira jamais de ce tunnel. Alors, très belle photo donc de ces jeunes enfants, parce qu'on dirait qu'elles savaient bien qu'elles étaient en train de se faire photographier. Et c'est une réalité triste. Même dans la partie nord, le Grand Nord également, on a ce type d'image où l'infrastructure, on en parlait ce matin à la radio, au niveau de la scolarisation fait défaut. Mais puisque ça vient de la région anglophone, ça devient encore plus grave parce que là-bas, l'école a beaucoup de la peine cette année à être enclenchée. Alors, comme c'est bien, moi j'ai fait un tour du côté de Fundong. Fundong, c'est après Bamenda, vous traversez Bingo, tout ça, vous allez de ce côté. Et c'est le même spectacle que j'ai eu à voir de ce côté. Ça, il faut le préciser. C'est vrai qu'il y a de belles routes, mais au niveau des infrastructures scolaires, Sam Sévérin, ça laisse véritablement vraiment, c'est lamentable. Ça repose toujours le même problème. Pourquoi le Camerounais n'aime pas le Camerounais? Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous n'avez pas le sentiment que au niveau du secteur de l'industrie de l'habillement, il y a une sorte de coopération, une entente entre les différents acteurs. C'est pareil pour le bois. Regardez comment le bois sort de ce pays. On a reçu dernièrement un monsieur qui est un syndicaliste dans le domaine du bois qui accusait, qui indexait la société SFID dans nos studios et qui disait non. 60 ans, c'est là beaucoup. Vous avez suffisamment fait de dégâts. Laissez ce pays tranquille. Mais c'est ça, Sam Sévérin. Ils sont assis à Yaoundé, ils ne connaissent pas ces problèmes. Ils n'ont pas ces difficultés. Je regardais un documentaire sur le Kenya. Je regardais un documentaire sur en Afrique du Sud. Je regardais un autre documentaire, tout récemment encore au niveau du Rwanda, où les enfants à l'école sont déjà avec les ordinateurs. On adapte, on pousse les enfants, on dispense les cours avec les nouvelles technologies, les applications, les cours sont numériques, le professeur enseigne, mais met à la disposition des enfants les cours sur le plan numérique que l'enfant rentre à la maison,
par discipline s'engager. Quand est-ce que nous aussi on va atteindre? C'est vrai, on va dire le produit intérieur brut du Rwanda n'égale pas celui du Cameroun. C'est vrai, on va dire qu'il a le soutien de la Grande-Bretagne qui veut faire entrer tous les pays, faire causer la langue anglaise. Mais il y a un problème fondamental. Nous, on veut se développer. On veut aspirer au développement. C'est inconcevable que vous êtes dans une zone où tous les jours, on enlève le bois, mais vous n'avez pas un seul pont. Vous êtes obligé de souffrir pour pouvoir râler votre village. Est-ce que c'est normal ça? Pas du tout. Moi, je vous ajouterai précisément parce que le président Kagame a mis un contenu dans ce qu'il appelait développement. Chez nous, le président Biya a tout détruit en 83. Il avait trouvé en place ce qu'on appelle pour ces zones-ci les zones d'action prioritaire intégrées. Il était au gouvernement quand on mettait ça. Il est nommé Premier ministre quand ça existe. Et il y avait une banque qu'on appelle Fonds national de développement rural, FONADER, qui, en plus de l'agriculture, s'occupait effectivement de l'école et de la santé. Donc, on aurait dû, comment je vais dire ça, approcher l'administration des administrés. Voilà le terme consacré à l'époque. Et c'est même à ce titre qu'on avait créé, si vous allez à Yaoundé, vous allez voir le bâtiment, l'actuel ministère des Mines. C'est en bois. Et c'était une expérimentation de ce qu'on avait appelé la Mipromalo. Voilà. Donc, il devait construire même des cités ici qui allaient dans l'ensemble du pays. Il a tout détruit en 1983. Que voulez-vous? Alors, les enfants comme ça, comme ils sont assis à même le sol, ils seront intelligents. Ce qu'un enfant souffrant de grandir, c'est bien nos âmes. C'est pour ça qu'on va tout souffrir. C'est pour ça qu'elle dit qu'un bébé souffre comme ça, non? Un jour, vous allez diriger ce pays. Mais Tendance, regarde la colonne vertébrale, regarde le principe de la colonne vertébrale pour écrire. Regarde la façon dont ils vont souffrir. Vous avez dit ce que vous voulez dire depuis. Maintenant, je peux conclure pour moi en disant que, chers enfants, l'école est bien. Quand vous partez là, non, vous serez intelligents dans ce dehors. C'est vous qui allez porter le pays sur le Cameroun de demain. La deuxième information, c'est quelque chose qui a suscité quand même beaucoup, on va dire, de choc dans l'actualité d'hier. Là, nous sommes toujours dans le sud-ouest Cameroun et nous sommes précisément à Kumba. Vous allez voir la vidéo qui va être affichée pendant que je suis en train de parler parce que c'est quelque chose de vraiment horrible qui s'est produit dans le sud-ouest. Je vous parlais donc de Kumba, plus précisément au quartier Fiango, où un jeune garçon, la trentaine atteinte, on parle de 31 ans par là, a abattu sa maman, une sexagénaire, à coups de machette. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, l'arme du crime crée beaucoup de polémiques. D'aucuns parlent de machette, d'aucuns parlent de hache. Mais le jeune homme le voilà, vous le voyez, il a l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas ce qui lui arrive. Moi, personnellement, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, tout commence justement hier quand on entend des cris, des échanges de voix assez forts, assez houleux dans le domicile de ce monsieur, le domicile qu'il partage avec sa maman. Et on comprend tout de suite que c'est une affaire de nourriture. La maman a préparé, lui a servi. D'aucuns parlent d'un plat qui n'aurait pas eu de morceau de viande, d'autres parlent d'un plat dont la contenance n'aurait pas été celle qu'il attendait, le monsieur. Alors, il se met à crier après sa maman qui va bien évidemment lui répondre. Et les voisins, eux, sont habitués à ce genre de cris. Jusqu'à ce que les cris s'arrêtent et qu'on entende des bruits plutôt bizarres. Alors, le premier voisin va guetter et ce qu'il voit est effroyable. On trouve la maman de ce jeune homme gisant, le corps de sa maman gisant sur un fauteuil de la maison, le sang de partout, la tête est complètement ouverte, hachée. J'utilise les bons mots pour que vous soyez choqués, oui, parce que c'est le choc que tout le monde a ressenti. On a eu l'impression à un moment qu'il était en train de découper des morceaux de viande pour les mettre dans la marmite. Et la population de Fiango s'est déversée sur ce monsieur. On l'a tabassé, peut-être pas suffisamment assez parce qu'il tient encore debout. Et en fin de compte, on l'a transféré à la prison du coin. Voilà, donc ce sont des choses peut-être qui relèvent du mystique ou de la métaphysique, je ne sais pas trop, en rapport avec une nation qui n'a pas réussi à exorciser, je veux dire, toutes ces plaies. Le Cameroun aujourd'hui avec beaucoup de morts qui sont partis. Et qui peut-être c'est une explication que j'essaie de donner parce que lorsqu'il y a eu la catastrophe d'Ensam, bon c'est passé, on a indemnisé quelques personnes. Il y a eu récemment le drame ferroviaire des Eka et vous allez voir là où j'en viens. Jusqu'à ce jour, on n'a pas le bilan de cette affaire tel que ça aurait pu se dérouler. Alors, dans un pays où il y a ce type de choses sans qu'on ne vienne rendre compte, vous avez donc des cas comme le cas de la jeune étudiante de 20 ans qui se donne la mort à Yaoundé, retrouvée calcinée. Vous avez le cas de celui-ci, dont vous dites qu'il est un tout petit peu perdu. Ça relève de quoi? Bon, même s'il a perdu tous ses sens, il ne peut pas, comme cela, découper sa propre mère. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui, avec des nouvelles d'une certaine horreur, Charles Armel. Tous les jours. Vous avez oublié le gars de Bepanda qui a fracassé le crâne de sa maman.
et tabassé son père qui a dû fuir de la maison à Bepanda tout récemment. Vous oubliez la période du maquis où on a tué des gens, on a profité pour faire des règlements de compte de nombreuses personnes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu procéder à l'inventaire même des Camerounais qui sont décédés durant toute cette période et après même cette période. Vous oubliez le mouvement de 91 avec les villes mortes. Vous oubliez 2008, les émeutes de la faim. Vraiment, il y a eu trop d'histoires dans ce pays, Sam Sévérin. Je crois qu'il faut faire les funérailles de toutes ces personnes-là. Il faut organiser, même si c'est village par village, il faut organiser ces funérailles pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir non seulement pleurer et lamenter. L'autre chose qu'il faut dire, Sam Sévérin, c'est que nous avons décrié pendant longtemps, ici, à travers des colères qui risqueraient même de faire avoir l'AVC, cette affaire de drogue qui circule véritablement. On parle de la drogue sur toutes ses formes, Sam Sévérin. Ça circule. Aujourd'hui, il y a des comprimés. Les gens prennent des comprimés, les injections. Ce qu'on voit en Europe, ça se vit déjà ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter? Pour une interrogation. Allez à Sébec Bonabéry. Vous allez vous rendre compte qu'à Sébec Bonabéry, c'est grave. En face de Sébec, de l'hôpital, la passe se fait. La passe se fait. Il y a les policiers qui sont là-bas, je le dis, avec la moto. Ils viennent s'arrêter. Dès qu'on vient, on donne le chef-terre. On les appelle les chef-terre. On dit les chef-terre sont là. On va finir avec eux, ils continuent. Alors, Bepanda ambiance. Bepanda ambiance où un jeune garçon de 17 ans a poignardé un autre jusqu'à le couteau pour une affaire de bière. Le couteau est sorti de ce côté. Sam Sévérin, 17 coups de poignard. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays? Alors, Ndokpassi, vous allez vous rendre qu'un Ndokpassi, ça ne va pas. N'oublions pas les émeutes qui a eu, la grosse bagarre qui a eu à Makéa. N'oublions pas celle qui a eu tout récemment ici à Bonadi. Bon, mais Sam Sévérin. Donc, il faut exorciser cette nation. Je crois qu'il le faut, sincèrement. Parce qu'on prend le cas du Rwanda, il y a eu le génocide rwandais à l'époque, mais je crois qu'ils ont fait l'inventaire de ce génocide. Et aujourd'hui, on voit que le pays est sur la bonne voie du développement. Absolument, c'est pour ça que je voulais en venir. Et pour aller dans votre sens, il y a un prêtre bien connu, spécialiste en la matière, qui l'a dit, Père Mendrad Hibga. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne faut plus dire que bon, qu'elle a tué tel meurtre, puisqu'on ne pourra pas, mais qu'on demande à Dieu ce qui se fait. On lui demande pardon et on se réconcilie, on s'en va. Effectivement, même nous, les détenteurs de pouvoir traditionnel, sont prêts à le faire, puisque en fait, nous appelons ça funérailles. Vous vous appelez ça séance d'exorcisme collectif. Si on ne procède pas de cette manière, on arrivera. Alors, le chef de l'État, pourtant, est régulièrement allé rencontrer le pape. Ah bon, quand ce ne sont même pas les papes de l'Église catholique qui sont venus au Cameroun très souvent, lui-même récemment, il était encore là-bas. Est-ce que quand il voit le pape face à face, il ne peut pas lui dire vraiment de tenter de faire une prière pour ce pays? C'est les gens qui sont autour de lui qui doivent... Comment oublier? Non, il oublie, il ne peut pas faire tout seul, Sam. C'est les gens qui doivent dire, papa, toi, tu vois comment le pays est. On ne fait que tuer les gens partout. On kidnappe les jeunes filles. On parle de tuer. Hier, Sam, j'étais traumatisé. Vous n'avez pas vu la vidéo de... Il fallait montrer la vidéo de la mère. La vidéo était horrible. Et hier même, d'abord, j'étais traumatisée parce qu'à l'entendre, j'ai vu un élève du lycée de Dédé avec le couteau, il partait piquer son ami. On l'a arrêté, les professeurs sont sortis, dit que c'est lui qui s'approche, je le poignarde. J'ai dit que nous sommes dans quel pays, maman? Moi-même, j'étais dans ma voiture. J'ai dit que petit, mon fils, il a dit, la mère limite dans top. C'est comme s'il avait pris quelque chose. Vraiment, je ne sais pas. Les mots me manquent, Sam. Je sais que papa nous regarde, il regarde l'émission. Même sans aller voir le pape, il faut une descente sur le terrain pour qu'on fasse les prières au Cameroun. Même si on ne pleure pas pour les funérailles, organisons une semaine de prières au Cameroun. Comme ça, on prie même pas de et très souvent, par le passé, on priait pour des choses même assez périphériques. Par exemple, les victoires des Lions indomptables. Voilà. Moi, je me rappelle, on faisait le voyage d'Abidjan, on venait de Paris pour Abidjan en 2006 pour un match Cameroun-Côte d'Ivoire pour chercher la qualification à la Coupe du Monde d'Allemagne. On a regroupé tous les ecclésiastiques. Il y avait les musulmans, je sais pas, les catholiques. C'est-à-dire qu'on a choisi toutes les congrégations traditionnelles camerounaises pour que le Cameroun ait gagné un match de football qui n'était même pas important. Jean-Paul Akono, même à l'époque, avait fait venir Monseigneur Bayemi du diocèse de Bala pour aller prier au cœur des Lions indomptables parce qu'il y avait des tiraillements, des batailles entre Samuel Eto'o et Alexandre Son. Pour des choses, j'allais dire, inutiles comme ça, on déploie les énergies, mais pour un Cameroun qui souffre comme celui-ci, vraiment, on ne peut pas admettre qu'il y a... Je dis Jean-Paul Akono, on ne peut plus parce que les Camerounais veulent sa mort. La dernière fois, vous avez failli la chuter. Maintenant, pour le cas de l'enfant, si, je ne pense pas que l'enfant est normal. Parce que quand il voit un enfant tuer sa mère,
Je ne sais pas s'il était mon frère, ce qu'il devait faire. C'est même mon frère, ça m'énerve parce que c'est ma mère qui est décédée. Je ne vais même pas voir ça dans les rêves. Oui, tendance, c'est que normal ou pas normal, le point, c'est qu'on en parle parce que c'est une partenaire qui est décédée décapitée. Et dans des conditions dramatiques. Et puisque horribles. chacun de vous a quand même relevé la thèse traditionnelle, moi, quand j'ai introduit cette émission, du moins lorsqu'on m'a introduit, je parlais de ces familles dans lesquelles on est tout le temps en train de se tirailler. Vous installez le diable. Sam, vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec votre frère. Plutôt que de vous asseoir avec votre frère à table et en parler, vous préférez faire grossir la haine, la grossir au point d'atteindre un niveau de colère relativement haut. Donc moi je veux dire qu'on va certes parler également de traditions, de morts qui sont en train de demander à ce qu'on les écoute. On va parler de drogue, mais on parle d'une base éducative dans la famille. On doit se respecter, on doit s'aimer. D'où est-ce que ça sort que vous allez mettre la main sur votre maman, peu importe ce qu'elle vous a fait? Non, on nous a appris, quand tu es fâché contre ton papa, peu importe ce qu'il t'a fait, c'est toi qui es fâché, mais tu attends que papa revienne à la raison. Ça peut prendre un jour, 2 jours, voire 1 ou 2 semaines. Mais une fois que ces 2 semaines sont passées, tu vas doucement vers ton parent et puis tu lui dis, papa, ce que tu as fait comme ça, moi, ça ne m'a pas plu. Et en ce moment, ton parent va t'écouter. Mais là, on vous parle d'un monsieur de 31 ans, il vit chez ses parents. Maman prépare pour qu'il vienne manger. Il trouve le moyen de l'assassiner pour un morceau de viande. Et que parle comme ça, ma petite soeur comprend. Elle et moi ne se parle pas. What fait, on centre sur moi. Tu ne me parles pas, que je suis pas à la réunion, tu ne me cotises pas. Non, c'est bon, tendance, laisse comme ça. On a compris. Dernière information. Ma petite soeur, même, celle qui me suit, je manque à la réunion, là, la gente me cotise pas. Elle cotise plutôt une copine. Entendez-vous, voilà. On va se séparer. En vrai. Tu ne peux pas me cotiser avec l'argent en poche. Tu dis si bien, si bien, je te cotise. Non, j'arrive à la réunion en retard. Ça paraît être une blague, mais je souhaiterais qu'on s'attende un peu là-dessus. Pour dire qu'aujourd'hui que l'État a tout fait pour fragiliser la structuration traditionnelle, payer un chef, est-ce qu'on paye un chef? Donner 50 000 francs à un chef de 3e degré, 100 000 francs à un chef de 2e degré, et peut-être même de 2e degré. Ça a vu où, Sam Sévérin Ango? Je pense qu'à un certain niveau, les chefs, c'est les garants de tradition. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans un village, un individu, parce qu'on l'a fait chef de famille, de Yaoundé au Douala, vient diviser le village. Non, vous parlez de la structuration familiale. Elle a éclaté sérieusement. Tout à fait. Regardez dans les quartiers, Sam Sévérin. À une certaine époque, les commissaires, les vrais commissaires, non pas qu'on a de faux commissaires aujourd'hui, mais les vrais commissaires qu'on avait à une certaine époque, tous les vendredis raflaient. Il y avait des rafles tous les vendredis. Le week-end, quand vous sortez, vous n'êtes pas sûr de rentrer à la maison. Parce que, quel que soit l'endroit, on organisait les calés. Ça a changé. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Vraiment. Voilà, dernière information, madame. La dernière information, c'est également une autre vidéo qui va susciter certainement l'horreur chez beaucoup d'entre vous. On a tout le temps parlé ici, dans ce programme, de l'état des prisons du Cameroun, de la surpopulation dans ces prisons, du fait que ces prisonniers soient tout le temps en train de côtoyer la mort. Et là, on est à la prison centrale de Yaoundé, en Kondengui, justement, où vous pouvez voir dans quel état ces enfants, peu importe le crime qu'ils ont commis, sont en train de se coucher. Et encore, laissez-moi vous dire que cette vidéo aussi est très, on va dire, propre, parce que juste après, vous aurez une autre vidéo pleine de violence. Vous voyez carrément des prisonniers en train de se coucher près des ordures. Vous voyez des prisonniers en train de manger à même ces ordures. Et on s'est demandé, bon sang, mais pourquoi parler encore de maltraitance dans ce pays? Souvenez-vous, on nous parlait de la prison de Kondengui, qui à la base est faite pour abriter, qui était faite pour abriter 1500 prisonniers. Aujourd'hui, sont évalués à près de 4169. Après, mais regardez l'état d'une vidéo, vous voyez des personnes en train de dormir, ils sont obligés de faire et leurs besoins et tout ce qui comporte la condition de l'être humain à côté de ces ordures. Et on a donc vu cette publication sur le mur Facebook d'un internaute. Pourquoi ne pas en parler? Pour appeler ces autorités à plus de conscientisation. Pourquoi ne pas en parler? Pour inciter ces jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent à la maison, à être sur le chemin de la raison. Parce que oui, on a tout le temps passé, on a très vite fait de critiquer les autorités, de critiquer le gouvernement, mais vous-même, arrêtez de faire des bêtises, arrêtez de voler, de tuer, arrêtez de vous en prendre à vos frères, parce que voilà là où vous allez finir. La nourriture, c'est pour ceux qui sont plus chanceux. Regardez dans quel état ils sont servis. On se demande même comment cet internaute a fait pour avoir toute cette vidéo. Sam Sévérin, donc on s'est dit pourquoi ne pas en parler pour inciter Bon, je crois que vous avez tout résumé la situation, madame, mais on a évoqué la question il y a très longtemps. Les images parlent d'elles-mêmes, donc à charge aux autorités, si tant est qu'il y en a qui doivent parler au nom de ce pays sur des sujets comme ceci, de prendre les bonnes mesures. On prend interpellation et on reviendra faire les commentaires par la suite.
pour le développement et le progrès dans notre pays, je pense que l'État doit multiplier des entreprises dans les campagnes pour éviter le désordre urbain que nous rencontrons dans les différentes villes, les grandes améliorations. L'État doit développer aussi le secteur informel, comme dans des villages, mon village principalement, on cultive beaucoup d'huile, beaucoup de manioc. On doit faire la culture du manioc parce que c'est un produit dérivé. On doit multiplier comme ça pour retenir ces jeunes, pour éviter aussi les ordres, trop des ordres ruraux, éviter aussi l'immigration clandestine parce que nous trouvons beaucoup de Camerounais qui meurent, beaucoup d'Africains qui meurent dans la mer, loin de la terre natale, et ils meurent dans la mer. Je pense que c'est des bonnes idées, que l'État doit mettre sur pied afin de fructifier beaucoup d'emplois. Et c'est possible parce que nous avons beaucoup de terres, nous avons l'eau verte qui est l'agriculture, nous avons le fer, le bauxite, nous avons des produits dérivés, ils sont nombreux. Voilà, à la suite de ce téléspectateur, il faut le dire, hier, notre invité, qui est un jeune leader de la place, est en train de nous faire comprendre, à juste titre d'ailleurs, Mbambo, que le rôle de l'État, c'est de faciliter. Faciliter dans le sens, non pas nécessairement de créer les emplois, mais de faciliter les initiatives dans le genre du projet porté par notre invité d'aujourd'hui, qui voudrait permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent trouver les moyens de s'insérer dans la société. Mais est-ce que cet État le fait à suffisance quand cet État est incarné par des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes? Quand vous voyez le train de vie d'un ministre aujourd'hui, vraiment on va toujours le marteler. Les images parlent d'elles-mêmes. Le ministre de l'Éducation qui est en tournée au nord-ouest, en sa descente, vous voyez le type de véhicule dans lequel il descend, on dirait un sultan et tout. Parce qu'ils sont toujours en train de penser d'abord à eux, au lieu de penser au bien-être global. Effectivement, on peut penser, comme disait l'invité hier, que l'État doit réguler. C'est vrai, mais l'État, effectivement, ne régule pas. Vous avez souvenance de ce forum international Investir au Cameroun. Qu'est-ce que les investisseurs étrangers, Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, a reproché au président de la République? Je vais voir les Camerounais devant. Il n'y a rien eu. Et on est en train de préparer un autre forum sur l'économie numérique. Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait des Camerounais devant. Donc en réalité, lorsqu'on dit l'État doit impulser, c'est justement de cette impulsion-là qu'on ne voit pas. L'amélioration du climat des affaires, il n'y en a pas, effectivement. Et je vous parlais tout à l'heure, Sam, c'est triste, mais je suis obligé de le dire. Le président de la République a un parcours exceptionnel. Il est sorti de séminaire, on l'envoie pour étudier, boursier Europe, il rentre, lui n'a jamais travaillé au champ. Il est là, ça veut dire qu'en fait le Cameroun est un pays béni de Dieu. Et il met à la place quelqu'un qui est formé dans les cercles de Dieu. Et voilà où se trouve le Cameroun. C'est là où vient notre malédiction. Là, je l'assume, c'est pas vous, c'est mon statut de Mbambo qui m'amène ici. Il a le pouvoir de Nongui. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, je ne vais pas le dire ici. Il appelle les papes qui arrivent ici. Et si on n'exorcise pas ces choses-là, je vous dis, même si les Camerounais vont faire comment, ce sera mauvais pour nous. C'est-à-dire que le ciel est obscurci, précisément parce que nous n'avons pas su capitaliser ce que Dieu nous a donné de bon cœur. C'est ça, parce qu'il faut dire des choses comme elles sont. On va continuer à avoir des tueries comme on a vu. Les jeunes vont se plaindre comme notre compatriote le fait là. Et pire encore, je vous ai dit, lorsque le président lui-même bannit ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire les zones d'action prioritaires intégrées, notamment. Bon, si vous voulez. Donc, on a retenu votre déclaration forte ce matin. Mais si on est un pays aussi béni en termes de potentialité, alors pourquoi ce Dieu n'a-t-il pas fait en sorte qu'on ait un guide suffisamment éclairé? Pourquoi Dieu nous abandonne-t-il aussi entre les mains des dirigeants? C'est ça le problème, on peut se demander si... Oui, je vais dire à la femme qui avait vu le totem de son mari à Minkan. Elle a dit que c'est Dieu, la maman, pardon. Chaque fois quand tu veux prier, dis à Dieu de veiller sur le Cameroun. Parce que ça ne va vraiment pas. Et les gens qui passent le temps à aller prier là-bas, quand vous voulez faire les prières, priez aussi pour le Cameroun parce que tous les Camerounais sont morts. On marche même comme ça, mais nous sommes les morts vivants. Absolument. Nous sommes morts, non, mais on vit. Je sais pourquoi il dit ça. On dit, tu vois un Camerounais qui réagit n'importe comment. À l'époque de nos parents même, tu prenais ton frère, quand
L'enfant de ton voisin était ton enfant. Tu pouvais prendre l'enfant du voisin, dormir avec lui. L'enfant même te chercher de l'eau. Mais à nos jours, quand tu ne peux pas, même tu ne peux pas donner pour l'enfant du voisin. Parce que tu as peur que si l'enfant goûte le doigt de même un doigt de banane, dans la nuit, s'il a mal au ventre, le voisin m'a dit, tu veux tuer mon enfant. Papa, pardon. Priez pour le Cameroun parce que le pays va mal. Ça va mal. Charles Lamel sur la création des entreprises, interpellation. Alors, Sam Sévérin, pour parler de la création d'entreprises, on a facilité tout. C'est disant qu'on devait résoudre le problème. Je veux dire, l'État a favorisé tout. Regardez le Cameco. Quelle est la situation qui prévoit à Cameco? Si l'État avait véritablement ce désir, vraiment, il ne suffit pas de dire on va créer, on va faire ceci, on facilite. Oui, c'est existant. Qu'est-ce qui arrive à ce existant? Voilà Cameco. Un gouffre à milliards. C'est là, on sait que ça ne pas, mais on se sert de ça comme par avant pour pouvoir puiser. La STECI qu'on avait annoncé pour le transport, c'est à quel niveau à Yaoundé? Le TGV, le fameux TGV qu'on avait décidé, on l'a même créé, on a dit on a mis sur pied une commission qui va travailler dessus. 2015, oui, si l'État est incompétent à créer lui-même les entreprises, on lui demande de faciliter la création, pas de créateurs. C'est là où je vais en venir. Je vais en venir. Rappelez-vous de l'affaire de Bombay. Des accidents qu'on a au niveau des Bombay. Lorsque Pius Diawé, via sa femme, avait lancé cette initiative, ici 42 morts, là 52 morts. Quelle est la solution qu'ils ont apportée? On a créé une entreprise, une autre structure, excusez-moi d'appeler ça entreprise, où on dit les radars. Les radars seront là. Est-ce que ça a limité? Chaque jour, Sam Severango, on a M. Missimikim, je crois que c'est Manfred Missimikim, qui a relevé qu'il y a plus d'accidents, plus de morts gratuits les week-ends, des gens qui sortent de boîtes de nuit. Ils vont avoir une accélération, on racle ceux qui vont jouer, on les jette. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien pour dire, Sam Sévérin, que l'État qui est censé faciliter, à un moment donné, donne l'impression d'une facilitation. Alors, on annonce, merci beaucoup Charles Lamel, dans quelques jours, un forum sur l'économie numérique à grand renfort de publicité. On a vu toute la communication des médias officiels là-dessus et même du ministre Libom Lelikin. Est-ce que ça donnera quelque chose dans ce sens? Moi, je pense que tout ce qu'on fait autour de cette affaire ne va mener nulle part. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'économie numérique. Oui, les jeunes ont compris l'urgence qui était celle de se lancer dans ce secteur. Et ils sont en train de se lancer dedans. C'est ces jeunes-là que je veux féliciter. Et non de voir tous ces ministres et hommes d'affaires qui se sont remplis les poches ou alors qui sont arrivés là par Dieu sait quel moyen. Organiser tout le temps quand même ce genre d'événement. Mais bon, peut-être que ça porte son sens. Mais j'aimerais également m'attarder sur un fait, Sam Sévérin. Le téléspectateur qu'on a eu qui s'exprimait, il a parlé d'immigration. Moi, je me suis toujours demandé quelle est la politique que le Cameroun met sur pied, le gouvernement camerounais met sur pied pour empêcher que les jeunes ne sortent. Plante hiénale. C'est pas une politique. Je veux dire qu'on est tout le temps en train de marteler à la radio, à la télé, dans la presse écrite et partout où on en a l'opportunité. On est tout le temps en train de dire aux jeunes non, ne partez pas, regardez comment les autres meurent. Mais ils ne vont pas partir, ils vont faire quoi? Rappelez-vous, souvenez-vous ça, on a eu un invité ici qui nous parlait d'immigration canadienne. La tablette a failli exploser. La quantité de messages jusqu'à hier, on continue de demander le numéro de ce monsieur. Je dis sur la page Facebook de l'émission, c'est tout le monde qui veut partir. Tout le monde qui veut partir parce qu'on se dit, on n'arrive pas à se développer dans ce pays. Donc, plutôt que de rester dans vos grands bureaux, essayer tout le temps de créer des commissions, des entreprises, de justifier les sorties d'argent, de justifier les dépenses inutiles d'argent, pensez juste, pensez jeune. Pensez pour cette population qui est en train de se mourir. Parce que le tout, ce n'est pas vos enfants. Hein. Quand vos enfants iront fréquenter à l'étranger, en Occident, ils iront se former là-bas, ils vont travailler où? Merci beaucoup, Kate Diarra. Maintenant, en matière d'immigration, je rappelle quand même qu'il y a encore eu 200 à 300 ou 400, je ne sais pas, personnes qui sont décédées au large de la Libye. Parce que l'immigration non plus n'est pas vraiment le chemin qu'on peut vous conseiller, surtout lorsque vous n'avez pas toutes les accréditations nécessaires. Vous savez ce qu'ils disent au quartier. Ce que tu dis là, c'est pour toi. On va partir. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ils vont partir. Et ils partent, ils meurent au désert, ils meurent dans les rivières. Et hier, j'ai regardé sur une chaîne française de jeunes gens, je ne sais pas si sont venus de pays africains de 16, 17 ans. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et ils ont été recueillis quand même par les politiques français là-bas. Le ministère français du logement. Tout à fait. On prend nos partenaires de la Samzana Club à présent pour tenter de se détendre un tout petit peu malgré les vicissitudes de la vie au quotidien au Cameroun, comme l'indiquent les informations dans ce programme. Il y a quand même de temps en temps le moyen de se détendre, la preuve. Samzana Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP ouvert tous les soirs avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h.
Cézanne Claude Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. Cézanne Claude Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, donc il faut rester au pays malgré tout parce que ça se passe ici. On ne va pas non plus dire que le Cameroun n'est pas une terre d'attractivité, que non, de temps en temps il fait très bon vivre. On est même très souvent, nous autres voyageurs internationaux, très contents de retourner au bled, au Mboa, parce qu'il y a une belle ambiance dans les rues des Sos, Bonamou Sadi, Makepe, partout. Et les adeptes de la philosophie des piqûres qui se recrutent nombreux parmi nous, parmi vous. Il y a une seule adresse pour vous aujourd'hui, pour vous détendre à Douala. Et pour en parler, monsieur Bertrand Lee, bonjour. Bonjour Sam et à tout le panel, bonjour. Voilà, je vous ai déroulé le tapis, donc allez-y pour la suite. Bien, merci. Et à tous les téléspectateurs scotchés ce matin, n'est-ce pas, nous venons dans la continuité des programmes toujours annoncés. Juste le temps de vous rappeler que des innovations ont pris place et n'attendent que vous pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre la main, visuellement parlant, dessus, en faisant le déplacement pour la Sanza Night Club de Douala. Nous vous rappelons, nous sommes mercredi, la grande soirée Créa Show qui prendra, n'est-ce pas, droit de cité avec cette innovation qui viendra ce soir, carrément émerveiller toutes ces personnes qui feront le déplacement pour la discothèque. Suivez mon regard, c'est une surprise qui surprendra pour plein de personnes qui prendront la peine de pouvoir faire le déplacement. Nous avons donc demain jeudi, la grande soirée glamour, aussi sexy, qui, n'est-ce pas, offre un défilé apparent, rien à voir, je tiens toujours à le dire, rien à voir avec un défilé professionnel, mais un défilé apparent qui donne droit à toutes les dames avec autant de courage de pouvoir se mouvoir au devant des regards avec à la cagnotte de la clé, bien sûr, de se dérouler 115 000 francs à se partager, que vous soyez grande de taille, petite, forte de corpulence ou petit de corps, voilà, vous vous amenez et voilà, vous défilez après enregistrement. Les vendredis et les samedis, soirée 100% VIP avec disque à la demande. Chez nous, le client est en roi, notre discothèque menée de main de maître par les DJ Performance, n'est-ce pas, vous offre le plaisir de vous amuser au maximum. Le dimanche, pour la discothèque de Papa et les titres souvenirs, le rappel des mémoires. Il y en a parmi vous ici qui soient notre partenaire, n'est-ce pas, qui choisissent bien le dimanche pour s'amuser. Et voilà, cela fait bon vivre de savoir que le partenariat va bon train. Le lundi, mesdames et messieurs, soirée piscine party. Toujours et toujours, nous proposons des innovations. Faites juste le déplacement. Et la découverte vous trouvera, n'est-ce pas, trouveront leur place dans vos idées, car vous ne regretterez point d'avoir fait ce déplacement-là. Les mardis, soirée Ladies Night. Je tiens à vous le rappeler, mesdames et messieurs, la petite mouture de la semaine dernière pour la soirée Fali Ipupa de samedi à la Sanza, vous l'aurez en image ici, et dimanche également où on a eu l'Ormec avec Daphné qui sur le côté a vu, n'est-ce pas, la prestation également, voilà, Fali Ipupa, tel que je vous le disais, pour la grande et grosse soirée samedi dernier du côté de la Sanza. Il a fait un carton archi plein, raison pour laquelle on demande toujours à vous qui êtes nos clients de pouvoir faire autant de réservations avant de pouvoir vous déplacer pour nos grosses soirées dont on vous offre. Déjà, je le disais, le samedi et après, dimanche, ceux qui ont fait le rattrapage avec Daphné ont trouvé satisfaction avec sur le côté la diva Nicole Mara et Alain Chris, n'est-ce pas, le conteneur des gardes devenu général Alain Chris. Voilà donc pour la soirée du dimanche avec Nicole Mara sur la scène, et c'était un plaisir véritablement de savoir qu'autant de monde ait fait le déplacement pour pouvoir s'amuser comme ils entendent, et surtout le dimanche nous sommes ouverts à partir de 17h et l'amusement va jusqu'au petit matin pour les personnes qui, n'est-ce pas, veuillent y rester. Voilà, mesdames et messieurs, la Sanza Night Club à Douala, situé en plein Aqua, juste aux encablures de l'immeuble Sokar, le meilleur endroit pour mieux vous détendre et vous divertir. Je dis toujours des best play to be. Voilà, des place to be, de real place to be, merci. Donc,
À vous pour ces autres précisions qui se rapportent à cet espace de divertissement et de glamour à Douala, avec la présence de bien de personnalités des milieux du showbiz international. Voilà Bertrand, et à la prochaine occasion, votre dernier mot. Oui, s'il y a un dernier mot à dire ici, je tiens à rappeler à la jeunesse et à tous nos frères camerounais, n'est-ce pas, que nous préparons, n'est-ce pas, la fête de l'unité nationale. Pour cela, nous avons pensé réunir un panel d'artistes de toutes les régions du Cameroun pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter aux yeux de tous qui feront le déplacement la véritable unité nationale en termes de musique et pour vous permettre de vous divertir également avec toutes les tendances de notre pays. Voilà, et j'espère que vous penserez au prince Bobé Yerima à Foacom pour la région du Nord-Ouest. Bien sûr qu'il est dans le il est dans la shortlist, voilà. Bien sûr, bien sûr. Très bien, c'était donc la Sanza Night Club de Douala. Saisonnez Club de Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. Saisonnez Club de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, on lit quelques autres messages avant la conclusion de ce programme. On a Aurélien qui nous a écrit dans ce message, il dit avoir fréquenté dans un collège du côté de Mabanda où il a vécu dans la terreur pendant 8 ans avec les massacres chaque jour. Il dit, tu marches en route, on enlève ta chaussure en pleine journée, tu résistes, c'est le couteau qui sort. C'est trop d'insécurité dans nos métropoles, conclut-il. À sa suite, ce message également de quelqu'un qui dit, le thème est très intéressant, j'accuse l'État, ils sont conscients de la destruction du génie, des génies camerounais. Selon les joueurs, c'est une distraction qui paye. Il continue en disant, ce n'est pas le pape qui va résoudre le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun relève de la mentalité des dirigeants et même de tous les Camerounais. Et ce quelqu'un, il s'appelle Jean, il nous a écrit de la ville de Douala. Et quelqu'un qui dit à Charles Hamel, tu as oublié le quartier Bango Salopome, un haut lieu de consommation de la... Bongos, d'accord. Et ce message également qui dit trop de drogue qui circule au pays. Il faut être dans les frontières pour voir le Cameroun, c'est Yaoundé seulement, il y aura pire. C'est Oumar qui nous a fait le message depuis la ville de Maroua. À sa suite, ce message également qui dit les Camerounais souffrent, mais les gouverneurs du pays et leurs familles vivent heureux. Il faut juste comprendre que chaque chose a un début et une fin. Donc, il faut s'y attendre, conclut ce message. Et celui-ci également qui est signé de William, qui nous écrit du quartier Bonabéry, qui dit, si nos dirigeants pouvaient seulement écouter ce que vous dites, eh bien, il y a longtemps qu'ils auraient changé le cours des choses. Et un autre message également, celui de Ferdinand Main, qui dit vraiment il faut que l'État voit cette situation qui détruit la jeunesse, voire pour la plupart des étudiants qui misent leur pension des fois même. Et il dit on doit chasser toutes ces entreprises de paris sportifs de notre pays, car ce sont des entreprises qui ruinent la jeunesse. Ce message également qui arrive dans l'émission dans lequel on dit on n'a pas le temps de s'arrêter et jouer. On a aujourd'hui environ 8 millions de parieurs sans pouvoir avoir 8 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et celui-là, c'est Ali qui nous écrit du quartier Mbopi, c'est à Douala. Ce message également de quelqu'un qui dit cette femme a une très grande chance. Ça, c'est en rapport avec le sujet de tendance qui parlait de cette dame qui se plaint de la fréquence des rapports sexuels dans son couple. Le téléspectateur Don Pierre Titi nous dit cette femme a une très grande chance. Beaucoup de femmes rêvent de se retrouver à sa place. Voilà, je souhaiterais que si vous le permettez, qu'on sorte avec le message qui parle de ces 8 millions, je ne sais pas, de parieurs. Parce que là-dessus, les Camerounais sont là, dans la passivité, ça donne leurs activités, mais ils ne prennent pas part au vote pour aller changer leur destin. Absolument, Sam, là, j'ai rejoint quelqu'un qui se plaignait tout à l'heure. Effectivement, les jeunes partent. Et bon, en fait, c'est le cœur d'une femme. Quand elle voit les gens mourir et tout, bon, nous aussi. Mais effectivement, nous sommes là. Ça va mal, mais nous sommes au pays. Nous sommes au pays parce que nous pensons que ça doit changer. Mais nous n'attendons pas que Jésus et Mahomet s'attendent au ciel.
effectivement, nous devons nous inscrire, comme il le répétait, sur les listes électorales parce que nous estimons que ceux qui sont là ne sont pas dignes pour le moment et n'envisagent même pas, ils ne rêvent même pas qu'ils doivent changer le pays dans le bon sens. Donc en fait, comme nous avons décidé de ne pas prendre les armes, comme nous savons qu'ils ont le biais, ils ont le truc pour nous tirer dessus, la seule arme là est pacifique, c'est notre bulletin de vote. C'est-à-dire que si nous sommes 8 millions, 11 millions d'inscrits, nous sommes sûrs que faire quoi, on va imposer les élections et le jour des élections vont partir. Mais les Camerounais, et ça j'ai beaucoup admiré, ça venait de la bouche d'un élu député RDPC de Yaoundé, je crois, hier sur le plateau d'une émission de politique animée par Aimé Robert Biyina, un député RDPC qui reconnaît que les Camerounais sont tout le temps, Charles Hamel, en train d'attendre le dernier moment. Voilà. Parce que bientôt, ce sera au mois d'août qu'on va clôturer. Voilà. Et quand on va commencer à battre le tam-tam de la fin, c'est là où on verra tout le monde se bousculer. Non, mais c'est ça, le Cameroun, c'est le pays de la dernière heure. Et puis, il faut dire, Sam Sévérin, que quand on passe dans un pays le temps, ou même dans une association, lorsque vous avez des gens qui passent, ou même un village, vous avez les gens qui passent le temps à vous distraire, méfiez-vous. Pendant que vous êtes en train de vous distraire, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Rappelez-vous, lorsqu'on abordait la question du le code pénal camerounais, lorsqu'on essayait de revoir le code pénal camerounais, on nous a amenés dans des distractions inutiles pour après faire passer des sujets. C'est plus tard que les Camerounais sont au courant que ça a été validé. On nous a distraits, on nous a amené à la distraction. Après, on était concentrés sur la question de Samba, de Félix-Antoine Samba, qui a détourné, ou je ne sais pas s'il a détourné, disons, qui est suspecté dans son enrichissement. Mais on se retrouve à nous distraire avec des histoires de tribalisme. On nous amène à une histoire où Jean Lambert a dit, mais c'est ça ce pays, on passe plus de temps à distraire l'opinion que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes devraient s'intéresser. Les jeunes devraient regarder droit en se disant, aujourd'hui, je peux changer en prenant mon bulletin. Moi, j'ai déjà ma carte. Est-ce que toi, tu as la tienne? Se poser ces questions. Lorsque vous vous retrouvez dans les clubs bouillis, les chapalodromes, au lieu de consommer, de discuter, d'avoir des discussions vaines, il faudrait avoir. Je crois que le langage aujourd'hui, et ça c'est mon mot de fin, Sam Sévérin, le langage devait être aujourd'hui, avant de discuter avec moi, présente-moi ta carte électorale. Tout à fait. Et mais il faut que les gens fassent du porte-à-porte, qui descendent sur le terrain, comme on nous l'a vu en France. Les Camerounais aiment le fouet. Non, ce n'est pas une question de fouet tendance. Il faut le Celui qui veut changer doit avoir sa carte. Ce qu'il faut pour les Camerounais, c'est le wang-wang. Merci beaucoup. Au nom de la liberté de critiquer, merci Tendance, on sort par cette critique portant à nouveau sur les églises dites de réveil au Cameroun. Hier soir sur la chaîne Canal+, très belle émission documentaire réalisée par le journaliste d'origine camerounaise. Oui, il est né à Banganté, Patrick Fandio. Il a fait le tour, France 2, TF1, Canal+. Aujourd'hui, une émission intitulée Afrique Investigation avec un gros plan sur la réalité de ces imposteurs qui s'enrichissent sur le dos des Camerounais. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de dire que ce sont simplement les pauvres qui vont se laisser embarquer par le discours de ces gens-là. Ils sont aujourd'hui tellement forts qu'ils réussissent à émigrer à l'étranger. Le cas de Tsalae Somba, le promoteur du Temple des Nations, qui a ouvert une succursale à Paris, en région parisienne. Et puis Dieu-Nodor Kamdem, le général de Dieu, aujourd'hui qui a émigré au Canada, la capitale du Québec, c'est Montréal, où il réussit quand même à faire du joli business de ce côté-là. Ils reviennent à Yaoundé, où ils ont de très jolies bâtisses, et ils ont initié de mettre sur pied aussi des moyens médias, parce qu'ils ont des radios et des télévisions qu'ils mettent en place avec beaucoup de moyens. Mais ces moyens-là, essentiellement, c'est de l'argent qu'ils ponctionnent dans les poches des malheureuses femmes, essentiellement, parce qu'il y en a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on a vu un Nigérian parmi les plus riches de ce pays arriver au Cameroun soutenir Dieu-Nodor Kamdem, le fameux général de Dieu. Mais sauf qu'au bout de cette émission, on a bien retenu qu'à la base et à la fin, en amont comme en aval, on se rend compte qu'il n'y a que de l'imposture. On joue sur la psychologie des gens parce qu'ils n'ont pas la certitude au moment où ils vous disent qu'ils vont réaliser un miracle pour vous, que le miracle, vous allez le voir véritablement. Ils nous disent que bon, puisque nous sommes tous appelés à connaître des miracles, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a créés ainsi, eh bien, ils ne vous le garantissent pas, mais ils veulent vous mettre dans des sens. Donc, ce sont des églises du jackpot, les églises du Jambo. Aujourd'hui, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme pour que tout cela prenne fin. Chapeau encore à notre ami Patrick Fandio pour cet excellent travail réalisé autour des églises réveillées du Cameroun. Merci, c'était la fin du Zénith et à demain pour la prochaine.